Salut les amis, bienvenue dans le Plein de Super, votre podcast 100% comics. On est de retour pour vous parler du meilleur de la bande dessinée américaine. On va parler de Wolverine dans cet épisode. Vous m'avez reconnu, je suis Ringside. Je suis accompagné dans cette lourde tâche, comme souvent, par l'inimitable Lord of Babylon, ce bon vieux Jérôme. Comment ça va, Jérôme ? Bonsoir, ça va pas mal. Ça va pas mal. Je dirais que je suis un peu, pour cette soirée, un peu le meilleur dans ma partie. Je me sens bien. C'est vrai, il est le meilleur à ce qu'il fait. Et notre ami Isaac, notre barman, toujours sémillant. Comment ça va, Isaac ? Tu sais, j'ai préparé de la bonne bière canadienne. Voilà. Ah, Et lui aussi, Eh c'est oui. le meilleur dans sa partie. Ouais, sneaked. Sneaked. Eh oui, une émission sous le signe du sirop d'érable. Puisqu'on on va faire un petit tour du côté du plus grand héros canadien de l'univers Marvel, ce bon vieux Wolverine. On va parler d'un run qui a marqué son époque. On va dans les années 90. C'est les épisodes 31 à 57 de Wolverine, la série du héros griffu, où il est en solo. C'est aux manettes Larry Hama et au dessin Marc Silvestris. C'est le run des 2 premières années de Larry Hama au scénario. Et il débarque avec Marc Silvestri. On retrouve à l'ancrage Dan Green et plein d'autres comparses. Je crois qu'il y a Hilary Barta, il y a Tom Palmer aussi qui vient, mais le gros du boulot, c'est quand même Dan Green. Aux couleurs, Glynis Oliver, Steve Buccellato et Marc Chiarello. Et l'éditeur, c'est le fameux Bob Arras, notre grand ami. Voilà, on a quitté un petit peu les années 80 cette fois-ci pour venir dans les années 90. On se met en danger. Voilà, on se met en danger, on reste pas dans nos zones de sécurité, comme on dit. La série, Mais donc un les doigt de épisodes... pied dans l'autre. Ouais, c'est ça. On va 1990. tenter le grand bain. Début de la fin, on peut dire les années 90. Mais c'est tout le début, parce que c'est septembre 90 jusqu'à juillet 92. Donc mis en vente de juillet 90 à septembre 92. Selon toujours les règles de la mise en vente des comics. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, il suffit d'aller sur Google et vous découvrirez tout le secret de pourquoi il y a plusieurs dates pour la mise en vente des comics. Donc Wolverine 31 à 57. Donc l'arrivée de Larry Hama sur le titre, le titre qui avait déjà vécu quelques années, avec Chris Claremont notamment au scénario, John Buscema au dessin pendant un bon moment. Il s'est fait un petit peu tirer l'oreille, un petit peu tordre le bras, Chris Claremont, pour faire la série, parce qu'il voulait pas trop faire de série solo avec Wolverine. On a eu Peter David aussi qui a travaillé dessus, Archie Goodwin et John Byrne pour une petite saga. Et je crois que juste avant que Larry Hama débarque, on avait Joe Duffy pour une petite saga sans grand intérêt, avec Bija Aska au dessin, de sinistre mémoire. Mais bon, là, c'est un peu le retour de Wolverine au bercail, dans l'univers un peu des X-Men, puisque jusqu'ici, la série, elle se passait surtout dans une petite ville de Madripoor. Et Wolverine était un peu détaché des X-Men, il se trimballait avec notamment Jessica Drew, l'ancienne Spider-Woman. Il vivait un peu des aventures qui étaient complètement en marge de ce qui se passait chez les X-Men. Là, on va voir que tout doucement, on va revenir un petit peu dans le giron, avec pas mal d'invités dans la série, de guest stars, comme on dit, à l'américaine. On va faire un petit résumé de ce qui se passe sur ces quasiment 2 ans, et puis après, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On va vous analyser tout ça, vous donner nos impressions. Alors, pour faire bref, parce qu'on a quand même 2 ans d'aventure, dans le 31 au 33, Wolverine affronte des Yakuza, comme souvent, qui braconnent des singes à Madripoor, afin de créer une drogue qui donne des pouvoirs, mais qui est extrêmement mortelle, extrêmement néfaste pour ceux qui la prennent.
C'est un classique, ça, qu'on retrouvera souvent dans les années suivantes. La drogue qui rend puissant, mais qui tue. On aura ensuite dans le 34 Wolverine qui se retrouve dans le Grand Nord et qui traque un kidnappeur qui a kidnappé une jeune femme. Et dans un peu la forêt canadienne, il va affronter une bête sauvage qui n'est pas sans rappeler Wolverine lui-même. Hein. Il y a un petit passif entre eux, on va dire. Ensuite, dans les épisodes 35 à 37, on va carrément changer de sujet puisque Wolverine, qui est cette fois-ci accompagné de Puck de la division Alpha, hein, le petit nain acrobate, il se retrouve transporté en pleine guerre d'Espagne. Ils traversent le temps, ils affrontent des nazis qui sont alliés à Lady Deathstrike, la femme cyborg, qui a été envoyée pour désosser Wolverine par Donald Pierce, l'ancien ennemi des X-Men, ancien membre du club des damnés, hein, qui avait été charcuté par Wolverine, donc il est un peu rancunier envers le mutant, et donc il envoie Lady Deathstrike dans un premier temps qui passe par qui utilise des pouvoirs de Getaway, le mutant qui peut téléporter les gens, mais alors Getaway il est un petit peu... Il aime bien foutre la merde quand même parce qu'on le force un petit peu à faire le job. Donc ils vont se retrouver à voyager dans le temps à cause de ça. Wolverine et compagnie. Donc ils se retrouvent en guerre d'Espagne là, faire guerre civile contre les nazis. Ils vont croiser même Ernest Hemingway. C'est une saga un petit peu hallucinante. Ils vont finalement revenir à notre époque. Dans les épisodes 38 et 39, on aura notamment une tornade en guest star. Wolverine se retrouve à Los Angeles, à Venice Beach, je crois. C'est mort à Venice, je crois que ça s'appelle le titre de l'épisode. Et dans cet épisode, il va affronter un double Albert, un double androïde de Wolverine qui a été aussi créé par Donald Pierce. Et ce double de Wolverine est accompagné par une petite fille robot qui s'appelle LCD, qui est en fait une bombe. Elle est pleine de plastique. Son seul but est d'exploser et de tuer Wolverine. En fait, c'est le plan de Donald Pierce. Albert, le double de Wolverine, c'est pour attirer Wolverine, hein, parce qu'il fait un petit peu des carnages à Venise, donc il a une mauvaise réputation à Logan, qui du coup va essayer de savoir ce qui se passe. Et le but, c'est qu'évidemment, qu'il croise le chemin de ce Albert, qui est fort sympathique au demeurant, mais qui tombe dans le piège de la petite LCD, puis qui se fasse exploser. Mais évidemment, ça n'arrivera pas, puisque LCD, le petit robot, va découvrir des sentiments. Elle va s'amouracher de Wolverine. Et donc, ensuite, on a dans les épisodes 40 et 42 une espèce de course-poursuite dans les tunnels des Warlocks, où Wolverine va notamment croiser la route de Cable et de Dents de Sabre. Dents de Sabre qui, à l'époque, pense que Wolverine est son fils, et il veut le tuer, parce que c'est son fils, il le déteste. Il le dira à plusieurs reprises. Il est très très con, hein, dans cette saga-là, Dents de Sabre. Et il a la haine. Il déteste tout le monde, et surtout Wolverine, et il veut le tuer. Donc voilà, il y aura une course-poursuite. Tout ça alors que Albert essaie de récupérer LCD. Petite pause dans l'épisode 43 où Wolverine va traquer dans un zoo un tueur en série, là, à Central Park. Une espèce d'épisode un peu loner, comme ça, où il va croiser la route d'un psychopathe. 45 et 46... On est toujours à New York, je crois, et un promoteur nommé Ronald Parvenu, hein, qui nous rappelle un petit peu Donald Trump. Il a récupéré la forêt, dans la forêt, la créature dont vous avez parlé au début, là, le monstre griffu. Et il est accompagné aussi de Lady Deathstrike, un petit peu manipulé par Lady Deathstrike, qui va en profiter pour tendre un piège à Wolverine. Ensuite, Wolverine va rencontrer un délinquant juvénile récidiviste. Et dans les numéros 48 à 50, Wolverine enquête sur les souvenirs programmés par le projet Arme X. Donc là, il va faire un petit tour au Canada. Il va essayer de savoir un peu ce qui s'est passé quand il était au projet Arme X. Pourquoi il a autant de souvenirs mélangés dans sa tête. Il va essayer de démêler le vrai du faux. Spoiler, il n'y arrivera pas.
51-53, c'est la saga Crunch où Jubilé, Mystique, Spirale et Wolverine, tous ces personnages mélangés, se retrouvent à la fin des temps pour affronter Mojo, le réalisateur monstrueux venu d'une autre dimension. Voilà, ils vont voyager jusqu'à ce qu'on appelle le Crunch, hein, qui est l'antithèse du Big Bang. Hein. Le Big Bang a créé l'humanité, le Crunch symbolise la fin des temps. C'est un épisode un petit peu sous acide, hein, une saga sous acide de Wolverine. Ils vont finalement revenir hein, de ce nexus de fin de temps là, mais ils seront séparés. Notamment, Jubilé va se retrouver au Japon et Wolverine va devoir aller la chercher. Il sera accompagné de Gambit, le fameux X-Men, joueur de cartes, Cajun. Et donc ils partent au Japon récupérer Jubilé, mais ils tombent au milieu d'une guerre des gangs, une guerre des clans Yakuza entre la main et le clan Yoshida, le clan de l'éternel amour de Wolverine, sa fiancée Mariko. Il va se passer un drame évidemment. C'est sur cette saga que va se terminer le run de 2 ans dessiné par Marc Silvestri. L'Ariyama va rester hein, sur la série, mais c'est le moment où Marc Silvestri va quitter la série. Ce qui symbolise quand même tout ça, c'est que ça n'arrête jamais. Ils sont tout le temps. Et Wolverine, il est tout le temps sur la brèche, tout le temps en train de courir. Une aventure s'enchaîne avec une autre aventure. Et il y a énormément d'action, énormément de guest stars. On part un peu sur les traces aussi du passé de Wolverine. Mais la grande question que tout le monde se pose, mon bon Jérôme, c'est comment as-tu découvert cette série ? Tout le monde se pose cette question. Ah oui, moi j'ai beaucoup de courriers de lecteurs qui me disent comment Jérôme a découvert Wolverine. Jérôme, il l'a découvert à sa sortie en France. Alors à l'époque, c'était dans une revue spécifique à Wolverine, hein, qui était les versions intégrales qu'éditait Semic. Puisque à l'époque, hein, quand on voulait lire du comics, on allait chez les libraires, au kiosque, et on achetait des Strange et tout ça. Des revues anthologiques avec des pages en moins, des coupures un peu partout, sauf dans les versions intégrales, a priori. Et à l'époque, on en avait quand même un bon petit paquet. Hein. Il y avait Factor X, on avait Daredevil, qui était mortel d'ailleurs à cette époque-là. Ouais. Le Shield, enfin Nick Fury, tout ça. Et on avait Wolverine. Et c'est comme ça, moi je l'ai découvert surtout via un pote, hein, parce que j'avais pas forcément la thune pour m'acheter tout ce que je voulais lire. Et le pote était gros fan de Wolverine, donc c'est comme ça que moi j'ai lu toute la partie Silvestri. Enfin, l'Ariyama et Silvestri, et quasiment, je pense même un peu en direct, grâce aux brocantes, je lisais les X-Men dessinés par Silvestri, parce que ce qu'on peut dire aussi déjà, avant qu'on rentre chez les auteurs, hein, c'est que Silvestri, Marc Silvestri, il était, avant de faire Wolverine, avant de faire ce superbe run, c'était le dessinateur d'une grosse partie des X-Men. Moi, je dirais même à titre personnel, peut-être l'apogée de l'ère, enfin de tout le run de Claremont, quoi. Enfin, l'apogée, en tout cas, le dernier grand moment. Même si Jim Lee vient après et qu'il y a des belles choses, mais je trouve que avec Silvestri, on atteint un truc que les X-Men qu'on n'a pas retrouvé après, quoi. Bon, voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert et que j'ai pris du plaisir à lire Wolverine à cette époque. 2 épisodes tous les 2 mois. C'est ça. 15 mois de mémoire. 48 pages. Je crois que c'était un des plus gros succès de cette collection version intégrale, hein, Wolverine. Il y en a pas mal qui se sont arrêtés assez rapidement. Il y a Hulk qui a beaucoup marché. Daredevil, ça a fini par s'arrêter. Voilà. À notre grand désespoir. Ça a été Après le départ de Romita Junior, en fait. Romita Junior, ouais. Il y a eu quelques épisodes derrière, là, c'est Lee Weeks, je crois, qui dessinait. Ouais. Et pourtant, c'était bien. C'était super. C'était très bon. Super. Et Thor a continué encore. Thor a continué plus longtemps que Daredevil. Ouais. Nick Fury, c'était déjà, ça doit Nick être Fury, le premier. je crois que c'est Nick Fury, Moon Knight, Punisher, ça n'a pas duré longtemps. Punisher, c'est celui qui a dégagé le plus rapidement, je crois. Nick Fury et le Punisher, ça doit se jouer entre les deux.
Moon Knight, il ça. y en avait un peu plus. Moon Knight, c'était vachement bien. Bon, même toutes les séries voilà. étaient plutôt pas mal, hein, en Ouais, vérité. oui, non, Bon, c'est c'est vrai. sûr que le Punisher, Ghost Rider Nick Fury, était c'était peut-être peut-être un poil en dessous, ouais. Mais Nick Fury avait eu un problème, ils avaient pas publié la série dans l'ordre, je crois. Non, ils avaient commencé par le numéro 6. Ouais. Parce que les 5 premiers numéros, c'était la suite de Nick Fury contre le Shield, et ils n'avaient pas encore passé Nick Fury contre le Shield. Ouais, Donc du ouais. coup, ils voulaient pas commencer avec un truc qui était plus ou moins compréhensible. Mais du coup, ça rendait pas la série plus accessible non plus. Donc c'est Non dommage plus, et parce puis le qu'ils ont. moment où ils ont passé les anciens numéros, on n'a pas trop compris ce qui se passait, quoi. Ouais, après, je crois que de toute façon, la série perdait en qualité parce que Mm. je crois qu'ils ont été jusqu'à la fin des épisodes de Jackson Goose. Ouais, Et après, je crois que c'est des tâcherons qui reprenaient au dessin. Donc, Popo c'est vrai Caca, que- hein, de retour. Ouais, mais qui turbinait à l'époque, hein, qui était sur. Mm. Ah bah c'était 5 ou 6, il c'était un arrivait peu, tout doucement, là, c'était ouais, Popo Caca, il était un peu au top du Ah, top hein, chez Marvel. il veut les donner, hein, et c'est le petit jeune qui en voulait, quoi. Ah voilà, ouais, c'est ouais, ça. ouais, lui, il en a voulu, ouais. Mais c'est vrai que Wolverine, c'est la seule revue qui a continué vraiment très longtemps, Ah oui? après Avec chez, Hulk. chez, Ouais, avec Hulk. chez- Ouais, Ouais. mais oui. quand Semic a perdu les droits de Marvel et que Ouais. c'était Ils l'ont chez continué avec la Marvel, même Panini, ouais. ouais. Ouais, ouais, Ils ouais. l'ont continué avec la même numérotation et tout ça, Ouais, ouais. avant, c'est Mais pour dire à quel Wolverine, point alors je le me souviens parce que moi j'en ai vendu des revues Panini. Wolverine avait vraiment un public à part. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des lecteurs qui ne lisaient que Wolverine. Je pense que c'est vraiment c'est un personnage qui a, en tout cas, sur toute la série dont on parle, c'est-à-dire qui a commencé avec Claremont et puis qui a continué quand même assez longtemps avec l'Ariama. Mm. Et puis après, il y a eu d'autres. Je crois que Claremont a refait un petit tour, Warren Ellis a fait un petit tour. Je me demande s'il n'y a même pas Greg Rucka à un moment donné qui a fait un petit. Ouais, Greg Un petit Rucka, Mark run. Millar, Jason Ouais, Aaron. ouais, voilà, tous ces scénaristes-là, ben, en fait, il y a un vrai, comment dire, il y a un vrai public uniquement consacré à Wolverine. Et on comprend aussi pourquoi, ben, dans les films, s'il y a un personnage qu'on a vu dans quasiment tous les films des X-Men, c'est Wolverine. Et c'est lui qui nous introduit dans le monde des X-Men dans le premier film de Bryan Singer. Et comment dire, c'est pas un hasard en fait. Mmh. C'est qu'il y a vraiment quelque chose dans ce personnage et dans la particularité de ce personnage qui fait que déjà on peut faire une série qui est à part. C'est ce qu'on se disait avant de commencer l'émission, on en parlait avec Jérôme, mais c'est vrai que c'est une série qu'on pouvait lire sans. En tout cas, les épisodes dont on parle là, on peut les lire sans lire les X. Ouais, Ouais. C'est-à-dire qu'on totalement. peut vraiment suivre les aventures de Wolverine sans avoir besoin de se taper le reste, quoi. Et D'ailleurs, toutes les guest stars qui viennent font un peu ouais, tapisserie quand même, quoi. Hein. Tu sens qu'ils sont là parce qu'il y a un éditeur qui ouais, a dû se dire il faut le rattacher à l'univers, il faut qu'on voit un peu Tornade, il faut qu'on voit Gambit, il y a Forge qui vient, mais ouais, ils seraient pas là, l'histoire se passerait aussi, quoi. Ils ont une vague exactement. utilité à un moment donné, mais Ouais, ouais. Ouais, en fait, c'est comme quand tu regardes une série télé sur les séries télé anciennes où il y avait juste un protagoniste, genre Magnum. Et en fait, ils ont toujours des potes que tu vois juste dans un épisode où tu vois des mecs qui connaissent d'avant du Vietnam ou C'est ça, ouais. c'est quoi, qui voilà, en dehors des personnages récurrents de la série, t'as quand même. C'est on va peut-être pas anticiper sur le qu'on en pense, mais c'est vrai que l'aspect qui est intéressant dans les scénarios de l'Ariama, c'est que petit à petit, en fait, il recrée un supporting cast qui est différent de celui qu'on avait dans Chris Claremont. Et il le fait petit à petit, vraiment, sans que tu t'en aperçois. Petit à petit, en fait, tu t'aperçois que Jubilé elle est là tout le temps, par exemple. ouais. Que c'est vraiment le sidekick de Logan. C'est, ouais, c'est le personnage est suffisamment fort en fait pour que tu changes en fait tous les personnages qui gravitent autour et être toujours intéressé, quoi. Ouais. Il y a une volonté claire aussi de quitter l'univers de Man Report, qui avait fait le charme du début de la série.
mais peut-être qu'elle n'avait peut-être pas remporté le succès escompté avec le potentiel du personnage. Il y a eu une première mini-série qui a quand même frappé fort avec Frank Miller au dessin, Chris Claremont au scénario, qui est un classique maintenant, on peut dire, des productions Marvel, qui raconte l'arrivée au Japon du moins l'arrivée au Japon de Wolverine, sa romance avec Mariko et son mariage avorté. Et donc dessiné par Frank Miller, écrit par Chris Claremont, qui reste, comme j'ai dit, comme un classique. Et voilà, et comme je le disais, Chris Claremont qui se fait tirer l'oreille quand même un petit peu. Il n'a pas envie de faire une série solo, mais en même temps, visiblement, ils n'ont pas envie qu'elle soit écrite par quelqu'un d'autre. Ça va passer d'abord par Marvel Comics présente, si je dis pas de conneries, la série d'anthologie avec des petits épisodes qui introduisent Wolverine dans le monde de Madripoor. Et puis on enchaîne avec la série concrète, l'ongoing comme on dit, avec John Buscema au dessin. Et moi je trouve que ces épisodes-là ils sont vraiment exceptionnels. Je pense qu'on fera une émission là-dessus, un de ces quatre. Voilà, après il y a Peter David qui vient, comme j'ai dit, et au final on fait venir Larry Hama. Visiblement il y a une volonté de changer la formule, on va dire. Ouais, de ce que disait Larry Hama, c'est que ça se vendait plus. En fait, ça se vendait pas terrible, quoi. Donc du coup, il a eu un peu les coups des franches pour bousculer un peu le statu quo de la série. Mais comme tu dis, voilà, on est passé de Chris Claremont ensuite à Peter David, et un Peter David débutant. Moi, je suis pas méga fan de ce qu'il a fait sur la série. Le court arc de Archie Goodwin et John Byrne, c'est bien, mais c'est pas non plus dans les meilleurs boulots des deux auteurs. Et puis après, c'était des épisodes qui... j'avais complètement oublié que ça existait. Moi, je pensais qu'on passait directement de la saga de Archie Goodwin à Larry Hama. Je me souvenais plus du tout des épisodes de Marie-Jo Duffy, mais c'est vrai que c'est en dessous de tout, quoi. Et là, quand Larry Hama et Silvestri reprennent, c'est vraiment le coup de boost dont la série avait besoin, quoi. Parce que non seulement on va parler du scénar qui est hyper trépidant, mais au niveau du dessin, il y a Silvestri qui est en pleine possession de ses moyens parce qu'il vient de finir un run qui est effectivement assez fort sur X-Men. Mais et puis où il a déjà montré qu'il savait vraiment bien traiter les personnages de Wolverine, notamment les épisodes là où il se retrouve crucifié sur un X en plein outback australien avec les Rivers, la bande de cyborgs justement dirigée par Donald Pierce, qui le torture, et qui est un peu en préambule en fait de ce que va faire Larry Hama dans ces épisodes. Et je me souviens que moi ces épisodes-là, j'avais trouvé que Wolverine n'avait jamais été aussi bien dessiné depuis les épisodes de John Byrne des X-Men, quand il était dans les égouts là, et qu'il va se friter avec les membres du club des damnés. Et il ramène une sauvagerie dans le personnage, Marc Silvestri, parce qu'il a un côté très... son dessin, il a un côté très crayonné, imprimé sur la page, quoi, surtout avec l'encrage de Dan Green. T'as un côté très, très sec, c'est vraiment... c'est c'est ce que faisait John Buscema, mais avec un côté encore plus... c'est John Buscema sous cocaïne, quoi. C'est vraiment... comment dire, c'est très sauvage, très brutal, très... très élémentaire. Et la première saga là, avec les Yakuza là, qui créent une drogue, les couvertures sont top, ça va hyper vite. Là, l'espèce de trio de Yakuza qui ont un dragon tatoué dans le dos, là, quand ils se mettent l'un à côté de l'autre, on voit un dragon et qui prennent la drogue là, qui leur électrifie le cerveau. C'est super. Comment dire, t'es complètement dans la BD, quoi. T'es complètement dans le. Enfin, là pour relire pour l'émission, je lâchais pas je lâchais pas le bouquin, quoi. J'enchaînais vraiment les épisodes. Ça se lit vite. Pourtant, c'est assez dense en termes de narration.
Mais ça, c'est un page turner, comme on dit. C'est vraiment que Mmh. tu enchaînes les séquences et il y a vraiment un côté assez cool, assez classieux en fait dans comment dire les différents protagonistes là qui interviennent dans cette saga des Yakuza. C'est un côté réaliste en fait, enfin pas réaliste mais très comment dire, c'est un peu plus adulte que ce que Ouais. tu lisais à côté dans les autres dans les autres séries mutantes et les autres séries Marvel. Et je pense que ça vient un peu de Marc Silvestri parce que même les épisodes des X-Men, je trouvais qu'il y avait un ton plus adulte Mmh. dans les X-Men de Silvestri et Claremont. Les Ouais. ambiances étaient plus réalistes, les personnages, ils ont l'air d'avoir un peu plus de vécu. Mmh. Et ouais, il y a une vraie ambiance. Je suis désolé, j'empiète un peu là sur Non, la mais de Ah, toute critique, mais façon, mais, on va mais partir. on Alors, en je sais pas, c'est. on peut peut-être parler justement, commencer par Silvestri pour une fois, commencer par le dessinateur pour parler des auteurs, puis on Mm. partira sur l'Ariyama après, hein, tout simplement. Hein. Donc, Silvestri qui fait là son dernier job pour Marvel. Parce qu'après, ça va être la création d'Image Comics avec les 7 mercenaires. Todd McFarlane, Jim Lee, Eric Larsen, Jim Valentino, Rob Liefeld. Je crois que j'ai fait le tour. Il va créer Cyberforce, si je dis pas de Mhm. bêtises. Ouais. Mais il connaîtra vraiment le succès avec Witchblade Et The Darkness. Moi, c'est pas des séries que je recommanderais, mais ça a été un gros succès. Il a aussi fait venir John Michael Straczynski dans l'univers des comics, hein, je crois, avec c'est Rising Star que ça s'appelle. Rising Stars, ouais. Oui, Ouais. Ouais. totalement. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'il ait pas dessiné lui-même Rising Star, Ouais. Ça aurait qui est ça aurait plutôt pu une être bonne série, mais qui a au niveau des dessins, ça pêche les au niveau débuts, des dessins. ouais, Ouais. du moins les premiers temps, parce qu'à la fin, c'est le dessinateur d'Astro City, je crois, qui reprend. Ouais, c'est Brent Anderson. Brent Anderson, voilà. Ça. Et, du coup, c'est beaucoup mieux. Et avant ça, Marc Silvestri a travaillé sur King Conan, qui est une très bonne série, qui raconte les aventures de Conan quand il est souverain d'un royaume. Et ouais, il démontrait déjà un certain talent sur cette série-là. Peut-être, ouais, la filiation avec John Buscema déjà. Mhm. Et puis donc ce run sur les X-Men qui fait date. C'est quand même un des tout meilleurs moments des séries X-Men, hein, quand il est. Ah Et ouais, il l'a fait. Alors, il le fait un peu par. Il y a beaucoup d'intérim un peu avec chez Silvestri, mais quand je me suis relu tout le run de Claremont, je crois que c'était il y a 2 ans justement, j'avais été un peu étonné de me dire il y a quand même beaucoup là où John Byrne va dessiner quasiment toute la série pendant qu'il est là, Mmh. ou même Romita Junior et Silvestri, il y a beaucoup je veux pas dire intérim parce que c'est quand même des épisodes dessinés par exemple par Rick Mmh. Leonardi, ils sont pas mal du tout, des choses comme ça. Ouais. Mais moi c'est fou parce qu'en fait dans ma tête, il reste quand même marqué d'un truc assez long. Je Ouais. pense que ça tient aussi du fait je crois que c'était Dan Green déjà qui était là ou Joe Robinstein ouais. qui ancrait, ce qui fait que tu avais quand même une continuité quand c'était même, je crois que c'est Brent Anderson aussi qui dessinait à certains épisodes ou Rick Leonardi, donc du coup, tu C'est pas souvent Rick l'impression. Leonardi, hein, c'était Ouais, quasiment ouais. le Et deuxième dessinateur de la série. ouais, ouais, ouais. Mais le truc, c'est que Silvestri, il est là, il pose des épisodes qui sont marquants, et encore aujourd'hui. Silvestri, c'est la saga Inferno. Ouais. Et la saga Inferno, elle est assez incroyable pour la relire régulièrement et pour Mmh. comparer avec les autres épisodes de différentes séries quand ils font Inferno. C'est incroyable ce qu'apporte Silvestri de différent par Mmh. rapport aux autres, et notamment une espèce d'humour noir, morbide, qui est assez terrible. Et puis des gags visuels qui vont et qui vont des gags en arrière-plan qui vont courir sur quasiment des fois c'est un épisode complet où on va suivre une famille qui est pris dans Inferno pendant que tout le reste se bat et tout, enfin des choses comme ça. Et je trouve ça incroyable. Et puis il y a toute la partie australienne, il y a la mort des X-Men, enfin voilà, et la partie australienne où il apporte vraiment quelque chose. Il apporte un peu tout le côté un peu cyberpunk, toute l'imagerie Mmh. cyberpunk arrive avec Silvestri. J'ai
pas de souvenir de qu'il y ait de la SF, des choses comme ça un peu, mais vraiment le cyberpunk tel on le conçoit au début des années 90, ouais, c'est Silvestri qui l'amène, bah, notamment les Rivers, quoi. C'est Mm. méchant. Et puis la transformation de Donald Pierce, hein, il existe, c'est Byrne qui le crée, tout ça, c'est un super méchant, mais putain, mais le Donald Pierce de Silvestri, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et puis ouais, il y a ce mélange cyberpunk et sauvagerie. Isaac bah, citait l'épisode de Wolverine sur la croix, et ça, c'est du Conan, quoi, déjà. C'est Mm. vraiment. C'est assez incroyable, ouais, ouais. C'est vraiment superbe. Voilà, il est vraiment incroyablement marquant, notamment bah, sur les X-Men, et puis après, ouais, il continue sur Wolverine, quoi. Ouais, ouais, et on a Et l'impression qu'il peut tout dessiner à cette époque. il peut nous Mm. citer. Et ce que je pense, en effet, ce que dit aussi Isaac, et je pense que il apporte beaucoup aux X-Men. Et je pense qu'il y a un peu aussi un duo gagnant quand il se met avec l'Ariama. Je pense que c'est Mm. vraiment les 2 se trouvent, tu vois, comment dire? Silvestri, en fait, trouve un scénariste, qui lui donne ce qu'il aime dessiner, et l'Ariama, il trouve un dessinateur qui est capable de dessiner tout ce qui lui vient par la tête, tout ce Mm. qu'il a envie de faire. Parce que l'Ariama, c'est pas, moi, je le connaissais pas, l'Ariyama, avant de lire Wolverine. Et c'est que plus tard que je me suis rendu compte du background qu'il avait avant d'arriver chez Marvel et sur Wolverine, quoi. Mm, mm, C'est un scénariste visuel, Ouais, mm. Ouais. Lariyama. totalement, hein. C'est un Mm. scénariste qui ne pense qu'en termes visuels et que c'est un scénariste et dessinateur à la base, qu'il a été aussi éditeur. Il a fait il a même été, il a servi au Vietnam, Mmh. a il a, il a été, dessinateur, il a été encreur, il a été éditeur, c'est lui qui a conçu, maintenant il est connu principalement pour ça, il a conçu tout le background des G.I. Joe. C'est-à-dire Ouais. que quand Hasbro est venu avec les personnages de G.I. Joe, c'est lui qui a inventé en fait tout le background de ces personnages, de pourquoi ils combattaient Cobra, qui étaient tous ces personnages. Donc Snake Eyes, Storm Shadow, voilà, tous ces personnages, c'est lui qui, qui a écrit, en fait, qui écrivait le background, et à tel Mm. point qu'il y a même un personnage de G.I. Joe comment dire, qui est inspiré Inspiré. de l'Ariama. C'est Alors pour nos auditeurs les plus jeunes, G.I. Joe, c'est pas juste des films pourris, c'est aussi une gamme de jouets moi j'aime bien. qui Surtout que avait- oui, tu es en minorité, là, pour le coup. Je Voilà. Ouais, rappelle je sais. G.I. Joe mortel. Voilà. G.I. Joe et G.I. Joe 2, moi je conseille. Ouais, moi, Notamment j'adore. le G.I. Joe 2 avec comment dire, avec Le combat de ninja. le combat ninja, qui est une référence à l'Ariyama, aux épisodes de Mm. G.I. Joe, et l'épisode silencieux qui montrait le Oui, ça, combat il faut entre en parler, hein, il y a une gamme de comics, hein, G.I. Joe, Mmh. avec notamment cet épisode silencieux Ouais. où Snake Eyes affronte le ninja. Storm C'est Shadow. Storm Shadow, voilà. Ouais. Et voilà, il n'y a pas une bulle, et Parce c'est qu'ils un n'ont pas eu le épisode qui est temps de mettre les resté. dialogues. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, C'est vrai. ça se résume à ça. Bah voilà, C'est bah, vrai, je coup veux de dire, génie. ils étaient tellement à la bourre que en fait, comment dire, Et qui c'est qui dessinait? C'est Rick alors, Buckler? non, il y a eu plein de dessinateurs. Le premier, c'était Herb Trimp qui a Ouais, mais commencé. cet épisode-là, c'était pas Airstream, si? Le nom Je mets une m'échappe. colle. Ah. Ouais, mais le truc, c'est que alors cet épisode, en gros, c'est comme c'est lui qui faisait les découpages et en gros, quand il écrivait G.I. Joe, il faisait aussi le découpage, Ouais, parce le que découpage un peu la manière de Kev Giffen sur beaucoup de comics. ouais. Alors attends, le G.I. Joe, on va Silent regarder. Interlude, hein, c'est ça. Silent Interlude. Alors, je remercie toutes les autorisations qu'on doit donner sur Internet pour pouvoir accéder aux pages, qui nous permettent Ouais. de galérer comme des chiens pour aller vous trouver une petite information. C'est Larry Hama lui-même qui dessine apparemment. Et il est Ouais, ancré bah par oui. Steve Legiola. Voilà, je crois que c'est ça en fait, c'est qu'ils étaient tellement à la bourre qu'ils avaient cet épisode-là, mais qu'ils pouvaient pas faire les dialogues. Donc en fait, ils ont juste eu le temps de l'ancrer. Et voilà. Et en fait,
je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'il devait y avoir des dialogues et que le comics est parti à l'impression, ou en tout cas chez le coloriste, sans les Sans les dialogues. dialogues. Ouais, Et on du sent coup, qu'il y a ils quelques étaient cases où coincés. c'est censé se dire quelque chose, mais Ouais. Et en gros, en fait, tout le monde a cru quand l'épisode était sorti que c'était voilà, c'était fait c'était exprès. ouais. En tout cas, c'est un épisode qui est resté gravé dans les mémoires de tous ceux qui l'ont découvert. Hein. Parce qu'on l'avait Si lu vous- en français. C'était un des rares Ouais, épisodes ça qui t'avait était. édité. Ouais. Ouais, Il y a ouais. eu une petite édition de G.I. Joe à l'époque. Ouais. Ah oui, il était dingue cet épisode-là. C'est ça. Ouais. Une Et gamme de jouets, hein, G.I. Joe, qui ouais. vous fait que vous avez plus jamais envie de sortir de l'enfance, en fait. Hein. Pourquoi on est tous déprimés? C'est parce qu'on avait des jouets qui étaient trop bien, entre Musclor et G.I. Joe. Difficile de partir dans le monde adulte. Non, Après. mais en plus, c'est vrai que moi, je trouvais la mythologie, enfin, en gros, ce qu'ils appellent la mythologie, mais l'univers de G.I. Joe, la façon dont il avait conçu. Autant le dessin animé, ouais, bon, on regardait ça, on Non, bah, le savait que dessin c'était animé, des non, on dessins peut animés pas. pour les gosses, mais tout le background, tout ce qui était effectivement comment dire, les renseignements sur tous les personnages, la façon dont l'univers fonctionnait, était vraiment. Et moi, j'ai relu les G.I. Joe de l'Ariyama, les vieux, de Marvel, et ça tient encore la route. Alors, c'est pas. Effectivement, ils ont pas les meilleurs dessinateurs du monde dessus, mais ça reste quand même solide, et c'est pas écrit de la même manière qu'un comics Marvel habituel. Tu sens que c'est beaucoup plus drivé par effectivement cette narration qui est un peu cinématographique en fait de l'Ariyama, et qu'on va retrouver sur Wolverine, qui est hyper trépidante. Ou la fuite en avant, hein, avec du mouvement constant, exactement, de l'action constante. Il y a des épisodes qui c'est juste une baston, hein, sur 22 pages, enfin une course poursuite. C'est des courses, en fait, Plutôt des quasiment courses tout le temps, poursuites, disons. poursuites. Ouais. T'as comment dire, tu as une base à chaque fois de track qui fonctionne super bien avec Wolverine, vu que c'est un chasseur. C'est Donc ça. ouais, comment dire, c'est super bien trouvé, quoi. Je sais qu'un des épisodes qui me fait vraiment halluciner, c'est celui avec le kidnappeur là dans le Grand Nord. Ouais. Où en fait c'est juste Wolverine qui est en train de chasser. Enfin, il est en train de pêcher à poil Voilà. dans les cascades du Grand Nord, du Grand Nord. Et d'un coup, il se fait embarquer par des Mounties qui sont en train de traquer un récidiviste là, qui a kidnappé une jeune fille. Et on va se retrouver avec à la fois cette histoire de traque, mais aussi l'histoire du monstre qui hante les bois, et aussi l'histoire du vieux Mountie qui a rencontré Wolverine pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, il y a tous en flashback cet épisode où lui il est parachutiste, il est coincé alors qu'ils viennent se faire parachuter en France, et il y a des nazis en fait qui entourent tout l'arbre où il est coincé avec son parachute. Il arrive à te raconter tout ça, mais en un épisode. Non, mais c'est ça. Il y a aussi le passif entre Wolverine et le monstre de la nuit, là, en question aussi. Oui, parce que tu reviens encore plus loin que la Seconde Guerre mondiale. Et on raconte ça, on a l'impression que c'est des pages qui sont... on dit ça, c'est en 24 pages. On a l'impression que les pages, elles sont blindées, et en fait, c'est très aéré. Quand on regarde la mise en page, il y a des moments de répit, il y a même une splash, quasiment, je crois. Il y a... c'est très aéré, c'est très... les informations, elles coulent de source, en fait. Le passage, là, avec les nazis, là, c'est juste, en fait, des ombres. C'est juste lui qui est coincé dans le... Et la caméra, je dis la caméra, mais les cases qui se rapprochent en fait de son visage, alors que voilà, ils sont dans la nuit noire. Enfin, c'est comment dire, c'est en termes de mise en page, de découpage, je sais pas si c'était. Est-ce que l'Ariyama donnait beaucoup d'indications à Marc Silvestri, ou est-ce que c'est Marc Silvestri qui était tellement en confiance qu'il arrive à bien découper les informations? Mais en tout cas, c'est la synergie entre les deux, elle est parfaite, quoi.
elle Mmh. est Ouais. parfaite. Tu n'as pas une page qui est découpée de la même manière, tu vois. Tu n'as même pas ce que tu as quand on regardait Keith Giffen, par exemple, Mm, où il utilise beaucoup le gaufrier de 9 cases mm, pour avancer, tu vois, pour aller plus vite, quoi. Là, c'est chaque page, elle est découpée d'une manière complètement différente. Tu as même le bord des cases n'est pas fait de la même manière, suivant que tu es dans le flashback, suivant que tu es dans Mmh. le temps présent. Non, c'est. Alors après, c'est vrai que c'est dans le Grand Nord. Il peut se permettre de ne mm, pas faire beaucoup de décors et tu as beaucoup de sapins. Ouais, sauf que quand Mais tu vois les épisodes qui se passent à Madripoor ou les épisodes mm. qui ouais, à Los Angeles, tout ça, ça déborde de décors aussi. Ouais. Et exactement. il joue vachement sur la géographie. Il joue, ce qui est Ouais. fou, moi, ce qui m'a vraiment bluffé en relisant tout, c'est bon, le rythme, ce qu'on se disait, hein, le côté très fuite en avant de tout. Et aussi cette idée de voir qu'on a énormément d'ambiances différentes, d'atmosphères différentes. Mais on a un espèce de tout cohérent. Je pense Mm, pas que ce soit voulu. En tout cas, c'est clairement on n'est pas dans une époque où, comme aujourd'hui, où les mecs débarquent et ont un plan, d'écriture mm. sur 1 an, sur Ouais, tu 2 sens que ça ans, tout ça. s'improvise. Ouais. Mm. Tu Mm. sens qu'il y a une vraie improvisation, hein. Je pense pas qu'ils réfléchissent à leurs épisodes sur Non, 6 ou 1 an. Larry Hama savait pas en fait qu'il allait finir Ouais. scénariste Voilà. régulier. Il disait qu'il avait à chaque fois des idées pour 2 épisodes C'est et ça, et que ça se sent finalement, vachement. ouais, Et ça ouais. se sent parce que la narration, enfin l'histoire est construite comme ça. Tu vois, on a beaucoup d'aventures, mais sur des épisodes qui font maximum 2-3 épisodes, hein. Mm, En France, nous, c'était sorti dans un album à part, donc le projet Arme X. Quand vous le Mm, relisez, mm, c'est 3 épisodes. Alors, il y en a un double, mm, c'est l'épisode 50. mm, mm. 4 épisodes, c'est 4 épisodes, quoi. Et du coup, chaque aventure en plus est assez indépendante, même si petit à petit il va commencer à les emboîter, à faire revenir beaucoup plus Lady Deathstrike et notamment le fil rouge qui pour moi est Albert et la gamine cyborg, la Mm. LCD, qui LCD, commence à ouais. devenir vraiment un espèce de fil rouge total. Et puis tout, bah, et ça à mon avis pareil c'est Hama, hein, quoi, le côté bah, Mm. Albert Logan, quoi, les deux figures qui s'opposent, quoi, de tel bah, comme Storm Shadow et puis j'ai oublié Mm. le Snake gentil, Eyes. le Snake gentil Eyes. et Snake Ouais. Eyes et ça c'est super, mais ça pète d'énergie, quoi. C'est surtout Mm. ça, ouais, et d'arriver quand même à être cohérent, même si ça peut un peu des fois ça se prend un peu les pieds dans le tapis. Je pense, Ouais, on surtout sur la fin à Mariko. Moi je pense la toute dernière saga, avec Mariko, j'ai toujours eu, c'est marrant, c'est hyper marquant pour moi et en même temps je me suis dit: «Mais en fait ça arrive que sur, c'est quelque chose, j'ai l'impression que ça aurait pu être enfin, ça aurait pu être, non. J'avais toujours l'impression de quelque chose de plus long et en fait, c'est ultra soudain Mm. et Mm. et à la relecture, je me suis dit quand même ça manque de quelque chose de, en fait, Mariko, quand on la retrouve là, ça doit faire hyper longtemps qu'on l'a pas vue, je crois. Ouais. On la laisse au moment du mariage et avec «Je dois reconquérir, Ouais, je crois qu'on l'a pas vu l'honneur». depuis 10 ans au moins. Hein. Voilà, Mm. je À dois peu de choses reconquérir près. l'honneur du clan et tout ça, et là, on la Mm. retrouve dans un personnage beaucoup plus combatif, mais même le sabre à la main, des choses comme ça, Mm. et là, j'ai eu comme une espèce, en relisant, de me disant: «Ah, c'est dommage que, Disons qu'ils il y en ait pas font un peu le. il y ait pas un peu plus». Mais ce Mm. qui est fort, c'est que l'événement dramatique, qui est donc la mort de Mariko, et qui est quand même, et je trouve ça fort, enfin, et c'est là que je trouve le truc superbe, c'est donc Mariko meurt, mais elle meurt pas d'une façon anodine. C'est le Wolverine qui la tue. Qui la Mm. tue parce qu'elle est empoisonnée, elle sait qu'elle va mourir, et elle Mm. demande à Wolverine de la tuer pour ne pas souffrir, ou comme aussi une espèce bah, de cérémonial, Mm. du Avec harakiri, Samouraï, Samouraï, c'est quoi. ouais. ça? Ouais, Voilà, ouais. Harakiri. et du coup, ça, c'est hyper fort, et en même temps, je me dis, cette saga-là, il manque, j'ai eu genre enfin, ou c'est peut-être moi, j'en aurais demandé plus, à ce moment. On Mais a l'impression qu'ils n'étaient pas au courant que Sylvestri partait. c'était Mm. un peu ça, Moi, ouais. j'ai un peu cette impression-là parce que c'est Mm. effectivement ça finit. Tu as une partie de l'équipe, donc Jubilé et Yukio, je crois, qui se battent Mmh avec Scylla sur les toits.
Et pareil, en fait, ça finit un peu en eau de boudin pendant que il y a Wolverine à l'intérieur du manoir Voilà. des Yashida. Mm. Et, Et c'est vrai que ça finit assez rapidement, mais je pense que ils ont dû et être avertis du départ de Sylvestri un peu sur le tard. c'est ça. Et c'est déjà dans ces épisodes-là où tu sens l'influence des X-Men et la main un peu de Arras pour dire Ouais. il faut qu'on rapproche Mm. plus Wolverine du wagon, qui est encore plus prégnante puisque t'as Jubilé, t'as Gambit, bon alors Gambit, bon, et puis t'as ce troufion là de Matsuo là. Sunfire. Ouais, ouais, avec son super look épaulette, génial, grand snap et tout ça, qu'on voit à Will Sportatio là, je crois, ce look magnifique. Et tu ce méchant là, Matsuo, je crois, où j'ai Ah oublié, oui, qui Le... était qui apparaissait ouais, dans les Matsuo. X-Men. Ouais. Et, Mm. et là déjà, tu dis, là, il y a cet aspect qu'on aime de Wolverine qui est de cette aventure à part. Là, sur la fin, ah merde, ça commence déjà, tu sens les problèmes arriver. Ouais, Mais par contre, on sent quand même qu'il y a les éditeurs au bout d'un moment donné qui viennent mettre leur nez dans l'histoire et parce qui que ça fonctionne. parasitent un petit peu ce qui commençait à devenir une routine dans le comics quelque part. Il y avait cette Ça passe. petite touche Wolverine, cette petite touche voilà de course-poursuite incessante. Mais On parce que sent ça qu'il fonctionnait, ça devait cartonner, et puis voilà, il voilà. faut Et devenir du coup, notre. il faut venir mettre la petite Bob Arras touch, Bah, comme c'est on dit. ce que disait Larry Hama. Il disait, Mmh. en fait, pendant 2 ans, on leur a foutu la paix. Personne Ouais. venait voir ce qu'ils faisaient. Et il dit, comme ça cartonnait, au bout de 2 ans, on a vu se radiner des personnes qui voulaient mettre leur grain de sel parce que pour se dire, voilà, j'ai un succès sur les mains. Parce qu'en fait, quand lui a repris, Larry Hama, quand il a repris la série avec Silvestri, la série a été dans les choux au niveau des ventes. Donc en fait, c'est lui qui a redressé les ventes. Et pendant 2 ans, personne regardait ce qu'il faisait, quoi. Mm. Il avait une Et liberté totale, quoi. on le sent même au niveau des dessins, parce que moi je trouve qu'autant on va dire les 12 premiers numéros, il y a vraiment un Marc Silvestri en roue libre qui fait notamment un gros travail, comme on a dit, sur les décors, aussi sur les personnages secondaires qui ont des touches cartoony avec des morphologies un petit peu rigolotes, des petites têtes un peu caricaturales comme ça, qui ont un peu leur vie propre comme ça au fond des cases. Tous les hommes de main et des choses comme ça, ils ont Ouais, à vraiment. Venice Beach. Ouais. Voilà, à Ouais, Venice Beach, il y a vraiment un truc qu'on trouve chez des grands dessinateurs, quoi, cette façon de dessiner un peu le supporting cast, et puis même des personnages qu'on voit comme ça au détour d'une case. C'est quelque chose qui disparaît, je trouve. Passer un an avec aussi un style qui commence à se rapprocher aussi de Jim Lee, Ouais, tout à fait. et ça, je suppose que quelque part, ça doit être aussi imposé quelque part par la direction, et on sent qu'il s'amuse moins sur le titre à partir de là, et c'est peut-être ce qui va le pousser tout doucement vers la sortie, je pense, parce que Ouais. il devait Ouais, pas non plus être au pire poste, quoi. Ouais, parce que tous les personnages commencent à se ressembler, effectivement. C'est tous les mâchoires hyper carrées, le même genre, effectivement, de profil. Pareil pour Alors qu'au les début, personnages pas féminins. du tout, hein, c'est vraiment au début, il y a une vie qui sort de chaque personnage, Ouais. comme je dis, il y a un truc de très grand dessinateur qui, à ce moment-là, qui se perd malheureusement après, et qui je trouve, il retrouvera jamais trop, parce que même si c'est assez joli, c'est Cyberforce par exemple, ça ressemble beaucoup plus à du Jim Lee. Et puis ce qu'il a fait par la suite, bon, ouais, il y avait peut-être un peu plus de trucs comme ça sur Darkness, mais c'est vraiment pas une très bonne série. Et puis bon, après il est revenu sur. Il a quand même fait un retour sur les X-Men sous Grant Morrison, Un petit qui est arc. pas, ouais, qui est pas dégueulasse. Moi, j'aime bien. Ouais. Je pense qu'il y avait, Et ça ressemble à... je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus dans sa carrière, Silvestri, au vu de ce qui sort sur ces pages-là, que ce qui a été fait un petit peu par la suite, malheureusement, qui est sûrement peut-être plus bankable, mais moi qui m'intéresse beaucoup moins, quoi. C'est plus... en fait, tu as plus une homogénéisation du style chez Marvel. Et c'est Ouais, d'ailleurs, il y a c'est ça d'autant aussi. plus que tu as effectivement le numéro 51. Il est dessiné par Andy Kubert. Et ben, si tu regardes en vitesse, tu vois Tu pas fais la pas trop la différence. différence. Ouais. Andy Kubert et Marc Silvestri sur le reste de la saga du Crunch.
c'est là où on voit vraiment que, ouais, effectivement, comme tu dis, s'amuse peut-être moins. Les personnages féminins, ce que je disais, se ressemblent tous. C'est-à-dire que Ouais. Ouais, alors qu'au début, Messine, pas du tout. Hein. ouais, Il a même un trait à la Manara, comme ça, sur les filles, dans ses c'est premiers sympa, épisodes. ouais. Ouais. Et puis, ouais, des personnages comme Elzidi ou Albert, tu sens qu'effectivement que c'est plus ses créations que ce qu'il Mmh. va faire après. Quand il y a, par exemple, le personnage de Scylla, Mmh. que son costume est absolument atroce. Oh là là. Et Oui. l'espèce Un de trench masque coat. là. Ouais, c'est Oui, horrible. tu as un trench coat, tu as une armure qui est complètement passe-partout, Mmh. et tu as l'espèce de masque avec la tête de mort là, qui est pareil, enfin, c'est pas mémorable. D'ailleurs, le personnage là, je m'en souvenais plus, alors que Oui, j'avais bah, relu pareil. Hein. l'épisode il y a pas longtemps. Puis je crois qu'on Et ne le reverra jamais. Mais... pareil avec Yukio qui revient, donc Yukio qu'on avait vu dans Mmh. dans la mini-série de Frank Miller. Mmh. Euh, On et voit pas trop la différence avec l'autre. Ouais, exactement. Mmh. ouais, et en fait, elle a la même, et puis ouais, la même poitrine, les mêmes fesses, et en gros Mmh. le même visage que ce que tu as sur les autres Mmh. personnages. C'est-à-dire que en gros, la seule différence entre Yukio et le reste, c'est qu'elle a les cheveux courts, quoi. Ouais. Bah, même C'est- Mariko, elle leur ressemble. Hein. Mariko Elle est très ressemble à loin quand même Yukio. de ce que dessine John Byrne. C'est un espèce de stéréotype des filles des années 90 qu'on a dans les comics là. Euh, c'est Ouais, pas. donc il y a une tête là-dessus effectivement sur les personnages et même dans la mise en page, tu vois, il te fait des trucs Mmh. plus moches. Mmh. C'est-à-dire le combat avec Scylla, là, je suis en train de regarder, il y a notamment vraiment des pages pas très belles, là où tu as Gambit qui propulse Wolverine vers le haut. Mmh. Tu Ah, sais, elle est horrible cette. une Ah, espèce de c'est- fastball, là, et Ah ouais. C'est Ce qui en est pas Gambit, plus, idée. et puis il y a Vas-y, Jean. des encores différents en plus sur les Mmh. pages, donc on sent que c'est un ouais, peu tu sens bâclé. Mais bon, ça reste quand même assez fort encore Mmh. sur l'ensemble quand tu prends Oui, oui, l'ensemble. oui. Bah, on aurait bien aimé qu'il reste encore Ouais, un ouais, temps sur totalement. la série et voir. Mais il y a Totalement, peut-être eu totalement. un travail de. Je sais pas, est-ce qu'ils ont dû retravailler les épisodes ou des choses comme Peut-être ça, aussi. qui leur a peut-être donné du retard ou. Aussi parce que tu regardes par exemple le numéro 50, le début là quand il est en Harley Davidson dans Mmh. l'immeuble là, quand il va Ah, sur Mmh. j'adore. l'héliporteur du Shield, tu retrouves ce que tu Ouais. disais, Ouais. t'as des personnages, t'as des Ouais, figurants, souvent sur les débuts d'épisodes comme ça, c'est. ouais, et puis je trouve que tout le passage là où il est dans dans les studios en gros de Mmh. l'Arme X, où il Mmh. passe par les différents studios en fait Décor, ouais. d'enregistrement des souvenirs, Mmh. les différents décors qui vont servir pour les souvenirs des soldats du projet de l'Arme X. Ouais, c'est plutôt. Tu sens en fait la confusion, tu sens le Mmh. côté un peu rance du décor. Et puis il y a Mmh. les deux personnages du professeur et de son assistante là qui de toute façon sont tirés des épisodes de Barry Smith, Mmh. parce qu'il y a eu les Oui, il y a épisodes eu de aussi l'Arme X l'arme X. présente. Et l'Ariama, il fait clairement référence, essaye d'expliquer pourquoi, en fait, d'essayer d'intégrer à la saga Wolverine dans le présent, et c'est plutôt bien trouvé, je trouve. Mmh, C'est mmh, mmh. plutôt, c'est plutôt Ouais. intéressant parce qu'en fait, le parti pris, c'est de dire qu'en gros, si les souvenirs sont contradictoires, c'est que en fait, on a voulu que les souvenirs soient contradictoires Mmh. pour que les soldats en fait obéissent quoi Ouais. qu'il arrive. C'est vraiment, Mmh, mmh, mmh. c'est Ouais, vraiment ils du essaient thriller de. Mmh. paranoïaque des années 70, quoi. Ouais, C'est ouais, Ouais. ouais. On est Ils essaient de totalement dans ce trouver genre de truc. le point psychologique qui fait réagir le. Mais c'est fort, hein, parce que, bah, tu vois, pour y revenir, en France, ils avaient eu le nez creux de le sortir à part parce qu'ils sentaient vraiment que Oui, ça faisait Mmh. le pendant de l'Arme X. Et puis, en fait, tu te dis, c'est balèze parce que passer derrière l'Arme X, qui est quand même un fantastique boulot, et d'arriver à l'intégrer, parce que pour moi, l'Arme X de Winston Smith, j'avais toujours vu ça, mais même je le vois toujours un peu comme un truc vraiment un peu à part. On peut vraiment voir Mmh. ça comme une histoire un peu, enfin ici, enfin pas ici, mais un truc vraiment totalement ouais. déconnecté. Oh, Euh, juste pour rappeler, ouais, l'Arme X, c'est les oui, origines de Wolverine. En fait, c'est Ouais. comment Wolverine a Pub. reçu le squelette adamantium.
Voilà. Voilà. Et donc c'est dessiné par Barry Windsor Smith et ça fait partie de ses Et meilleurs. écrit par Winsor Smith, hein, je crois. C'est Ouais. écrit aussi pour lui, oui, tout à Oui, oui. fait. C'est, Et c'est... du coup, c'est vrai que Hama et Silvestri arrivent vraiment à bien l'intégrer, notamment, comme tu dis, avec expliqué via les décors, en réutilisant toute la machinerie que Logan se met sur lui, Mm. qui fait partie de ses dessins maintenant super connus, une espèce d'énorme casque qu'il a sur la tête, des branchements un peu partout et tout ça. Mm. Il le réutilise même là en tant que aide pour se remémorer les trucs. Enfin, et du coup, il intègre vachement bien un truc J'ai- devait être à ouais. part. Alors, j'aurais un truc à dire sur cette séquence, c'est que j'ai l'impression que c'est la période où justement Claremont commence à être éjecté en fait du Mm. poste de scénariste des X-Men, Ouais. parce que il n'y a aucun sens en fait à ce que Wolverine dans la salle des dangers ait un casque de réalité virtuelle, vu que la salle des dangers Et est un Ouais. truc censée Mm. produire des environnements virtuels sans qu'on ait besoin de se mettre un casque sur la tête. Et là, en fait, on t'explique ça sur 30 pages où il a un casque Ouais, de c'est réalité vrai, ouais. virtuelle et en fait, ils sont tous là. Oh, c'est dingue! Vous voulez dire qu'ils voient des. Mais en fait, les mecs, ça fait 15 ans que vous utilisez la salle des dangers de cette Ouais. façon, quoi. C'est. En plus, Non, non, c'est vrai. c'est la seule fois où les méchants qu'ils affrontent sont décidés un peu comme s'ils étaient pixelisés façon Oui. jeux vidéo PlayStation de l'époque, quoi. Ouais. Il fonctionne pas trop cet épisode non plus. Ouais, C'est l'épisode qui est dessiné par Andy Kubert, hein, celui-là. Mm, ouais, c'est le Euh, début du 51, ouais, effectivement. ouais. mm, mm, mm. Mais il Moi, faut j'aime peut-être bien qu'on la suite. le. J'aime bien la suite de l'épisode où il va dans le motel et il rencontre Mystique. Ouais. Oui, Ah bah oui, ça c'est Ça, beaucoup plus c'est intéressant. Mystique qui se transforme en Jean Grey ouais. à ce moment Mmh. Mm. aussi. Ouais, ça Qui est c'était vraiment. visiblement en recherche de contact humain et qui Mm. elle est traquée, elle sait jouer avec la corde sensible de Wolverine. C'est très intéressant d'avoir une copine métamorphe, hein, comme on dit. Et Mais je pense que les X-Men des films, en tout cas sur les 2 premiers, ils l'ont Oui. vu parce que, il y a Ah, la même totalement. séquence dans ouais, X-Men. ouais. Ouais. Ouais, on reconnaît ce trait-là dans la mystique des films. Bah, même effectivement, le Wolverine. Puis on parlait de l'arme X. Il y a des séquences comme ça qui reviennent dans les films où on le voit notamment. Le monstre sauvage là qui s'échappe c'est dans le deuxième, je crois, non? Qu'il le croit? Non, je dis n'importe quoi. Ça doit être dans un Origin ou un truc comme ça où il y a juste un caméo de Wolverine qui s'échappe C'est dans Ah, de Apocalypse. l'arme X. dans Dans Apocalypse. X-Men C'est dans Apocalypse, ils sont. Apocalypse. Mais tu as déjà des séquences dans X-Men 2, puisqu'ils vont Ouais. dans le. Ouais, ils Ils vont dans- vont à l'arme X. Ouais, ouais. Et Oui, t'as des strikes. effectivement, dans X-Men Origin Wolverine, ils refont aussi Mm. Finalement, il y a un gros travail de l'Ariama pour un peu imbriquer toutes les origines un peu différentes qui étaient un peu éparses de Wolverine jusqu'ici entre la mini-série qu'on parlait dessinée par Miller où on voit un petit peu plutôt l'âme du personnage avec ce côté Gaijin Ronin samouraï des temps modernes, l'arme X qui montre bien le traumatisme et le fait qu'il a été imbriqué à un moment donné dans toute cette histoire de Black Ops géré par le gouvernement, on ne sait pas très bien qui. Et et puis bon, son origine un petit peu qu'on croise, et notamment l'épisode avec Sabertooth et Silver Fox. Aussi un grand épisode écrit par Chris Claremont qui était un peu plus tôt dans la série, dessiné par c'est John Buscema et Zienkiewicz, hein. Ouais, Mitch ouais. à l'ancrage, Voilà, ouais. c'est Wolverine se souvient de sa petite amie Silver Fox qui avait été assassinée par dents de sabre, et ils vont s'affronter dans un duel Et je crois que d'ailleurs, mémorable. c'est la première fois qu'on voit Silver Fox, non? Oui. Dans cet épisode-là. Ouais, C'est la première Ouais, mention, ouais. ouais. Et ouais. là aussi, c'est intéressant parce que le personnage, la façon dont il est dessiné dans ces épisodes-là, c'est ce qu'on se disait par rapport à l'évolution du style de Silvestri quand il a fait revenir en chef de l'Hydra et en espèce de. Quand il y a les faux flashbacks où on la voit en terroriste, en tout cas en révolutionnaire gauchiste des années 70.
la façon dont elle est dessinée effectivement comme une bombasse, comme tous les autres Mhm. personnages des Des- X-Women. des- Mhm. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi que j'avais à l'époque trouvé un peu décevant, le fait Ouais. en fait, d'homogénéiser tous les personnages féminins étaient dessinés de la même manière et donc du coup, il n'y avait Mhm. plus de personnalité en fait dans ces personnages-là. Mhm. Mais de la Mhm. même manière qu'ils vont homogénéiser tous les personnages masculins, ou par exemple Cyclope, moi j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il avait autant de la mâchoire carrée, des gros muscles, sous, Mhm. parce que Je te dis que c'est c'est pas que la ça devait marque. être Clark Kent. Ouais, et puis ouais, voilà, et puis c'est pas la comment c'est pas la morphologie qu'il a à Mm. la base quoi voilà quand Ouais, Cyclope non, du tout. Ouais, va avoir c'est la l'influence morphologie de de Jim Colossus, Lee. Hein. ouais Mhm. voilà, ouais, c'est Ah, c'est ça. décevant. Tous les C'est- persos masculins sous Jim Lee, tu prends Bobby Drake, Mhm. Angel ou Cyclope, c'est le même, la même Ouais. structure de visage et tout ça. Hein. C'est ce C'est pour ça que donne. moi, à l'époque, pour moi, au vu des pages qu'il a sorties là dans Wolverine, Silvestri, c'est un bien meilleur dessinateur que Jim Lee, qui est pas un dessinateur qui me passionne. J'aime beaucoup ces épisodes des X-Men, la fin quand ils affrontent les Skulls, la fin d'Uncanny X-Men. Et puis même, je trouve qu'au début des X-Men, la nouvelle série, je suis même pas trop convaincu. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de vie, beaucoup plus de personnalité dans les dessins de Silvestri à l'époque. Ouais. Ah ouais, Que je suis il y a un totalement. virage qui se fait à ce moment-là qui est un peu dommage. Puis aussi au niveau de l'intrigue, parce que tu as quand même ce personnage de Donald Pierce là qui est le méchant sous-jacent qui fait un peu la ligne rouge qu'on dit Ouais, le fil dans rouge, la ouais. saga, le fil rouge pardon de la Mmh. saga et qui finalement se fait tuer au même moment dans les Uncanny X-Men, dans les épisodes un peu de sinistre mémoire, quand Chris Claremont a quitté le navire et c'est Jim Lee, Portacio et John Et Byrne qui César, est là, ouais. qui reprennent la série. Et en un épisode, ils vont tuer les trois quarts des créations de Claremont, les Lions, le Club des damnés, et notamment Donald Pierce. Mmh. Et du coup, Mm. il est out dans la série Wolverine, alors qu'il est là depuis le début et on sent qu'on est en train de construire un affrontement entre Wolverine et Donald Pierce. À un Bah, moment donné, on c'est- était censé c'est- partir là-dessus. c'est ça qui est fou, hein, parce que comme tu dis, ouais, c'est quand moi le truc que je préfère vraiment le plus de ce run, c'est tout ce qui est Donald Pierce, Albert, LCD, Mmh. toute cette construction avec en plus, je l'aime parce que les dessins sont super. Il y a une construction, il y a le fait du double, moi, qui est toujours quelque chose que je trouve Mm. intéressant. Et puis il y a une note d'humour, moi, que je trouve. Il y a un humour un peu particulier. Ouais. Le côté de se dire, bon, alors je crée un putain de clone de Wolverine. Il va être accompagné par une petite fille qui est une bombe. Et puis ils s'en vont. Et là, tu as un des Rivers qui fait ah merde, mais je crois que j'ai déconné dans la programmation. Je les ai rendus vachement plus intelligents que ce qu'il fallait. Et du coup, c'est du fait que l'autre il a merdé que les autres vont prendre leur indépendance et vont avoir toute leur propre histoire. Et à chaque fois, il y a plein de passages qui revient. Il fait tu crois que je dois le dire à Donald Pierce que j'ai déconné et tout Et Oh, l'autre, il fait, non, je crois que tu devrais pas. À chaque fois, ça revient. Et tu vois, je trouve que c'est un super humour dans la série. Ça passe, mais Mm. vraiment bien, quoi, ça. Et tu Ouais, te dis, Parce que le danger est quand même là, mais il y a la petite ouais, touche de. ouais, il y a vraiment le petit truc. C'est comme quand t'as Logan qui. Tu vois, c'est là où il construit le perso de Logan, le mec, je suis le meilleur dans ma partie. C'est là que ça se construit. C'est Ouais. c'est vraiment, vraiment. Enfin, là, qui en a un côté vraiment. On joue de ça et ça iconise encore plus fort. Et c'est là où, enfin, et c'est après que ça deviendra vraiment, on en fait à tel point que ça devient ridicule. Mais Mm. ici, il y a vraiment la bonne limite quand t'as Wolverine qui fonce enfin, qui veut demander des comptes à Nick Fury pour avoir son dossier de militaire et qui passe par l'immeuble avec la Harley Davidson et qui saute pour aller sur l'héliport du Shield et l'autre il fait non mais vous inquiétez pas, il va s'écraser, c'est du verre totalement anti-tout et tout. Et tu vois Nick Fury en train de se boucher les oreilles, et vous avez entendu parler de l'adamantium. Voilà, tu vois, c'est là qu'il y a un humour, je trouve, mais vraiment pile poil ce qu'il faut pour que ça soit drôle, agréable à lire, et toujours dans la caractérisation du personnage, mais sans que jamais ce soit trop grossier, trop m'as-tu vu, quoi, tu vois, à la Mm. limite. Et en gardant le fait que derrière, il y a toujours ces courses-poursuites, il y a toujours les autres personnages qui sont là et qui construisent tout un truc global et qui
comme tu le soulignes, je pense, en effet, a été tué dans l'œuf au fur et à mesure que Claremont s'en va et que les autres arrivent et détruisent un peu enfin, tout ce il avait construit, quoi. Mm, mm. J'aime C'est bien vrai la que séquence où. Vas-y. j'avais pas remarqué aussi que il y avait, enfin, la première relecture, là, quand je l'ai fait pour la dernière relecture là, que j'ai faite pour l'émission, je me suis étonné à voir que finalement, Wolverine parle très peu. Mmh. En fait, c'est souvent les Mm, personnages qui sont autour de lui qui parlent, et finalement, en fait, lui, il, il assène en fait des vérités en fait, il donne son avis, mais souvent après avoir écouté en fait toutes les parties présentes, quoi. Enfin, t'en sais très peu sur ses réactions par rapport mm, aux actions, aux péripéties qui se passent, et en fait, d'un coup, tu vois en fait quel est son point de vue, notamment toute la saga avec LZT qui vient pour exploser Logan. En Mmh. fait, finalement, tu vois très peu Logan. En fait, tous les gens le cherchent. Tous les mm, gens autour de lui le cherchent, Tornade le cherche, la mafia le cherche, LZD le cherche. Et puis finalement, en fait, Logan, en fait, une fois qu'elle le trouve, en fait, c'est la fin de l'épisode et c'est lui qui dit non, non, mais en fait, je vais pas te laisser t'exploser. Et tu as une réaction qui est complètement à l'inverse de ce que tu pourrais en- mm, amener à attendre, de te dire ah bah va y avoir une grosse baston entre lui et puis Mmh. Albert, Oui. et ça, mm. c'est intéressant, en fait, la façon dont il décrit Wolverine, dont il passe beaucoup de temps, en fait, à faire parler les autres personnages à la place de son héros principal, c'est assez intéressant. Ouais, il a une Bah, essaye. volonté de faire évoluer le personnage comme ça au fur et à mesure de le rendre plus humain et enfin de le faire dépasser ses traumatismes, de se détacher Mhm. de l'animal et tu sens que c'est un truc qui va être tenu sur plusieurs épisodes en fait. Mmh. Mais je pense il avait vu, en fait, justement, le fait de le moins enfin, de pas le mettre en avant en termes de dialogue et tout ça et de le faire construire enfin, par les yeux de d'autres personnages, ça te Mm, permet justement de pas briser trop un mythe qui construit, quoi, tu vois? Justement d'éviter de trop l'exploiter pour après justement que ça ne veuille plus vraiment rien dire. Là, il mm, trouve, voilà, il on le f il existe par le regard des autres et du coup, ça nous permet de mieux de toujours l'avoir mais sans qu'il se dévoile trop. Il y a mm, ça, et il y a le fait aussi d'utiliser tous les genres possibles. Mmh. mm, En fait, on passe d'une histoire de Yakuza qui est très terre à terre à de la science-fiction, du voyage dans le temps, mm, un thriller politique paranoïaque, t'as un peu du film d'action, genre du film Tu d'action grand spectacle, genre Daylight, tu sais, quand ils sont Ouais. dans les mm, tunnels, et les tunnels se remplissent d'eau. En fait, on passe par plein de genres différents. Par contre, le personnage reste le même. Mmh Et mh, mmh. c'est ce qui fait aussi la consolidation d'un personnage, en fait, qui est assez complexe, finalement, Mmh mm, mh, mmh. par rapport à ce qu'on pourrait effectivement voir comme une caricature, en fait. Ouais. Mais ce que dit Rissa tout à l'heure, c'est vraiment pas faux, j'avais pas tilté, mais à quel point c'est dans ce run-là qu'on a un travail de synthèse de plein de courants de Wolverine qu'il y a avant, mm, et qui là se synthétise et pour poser la figure, de Wolverine qui va être exploitée après, ailleurs. Mais, avant on avait plusieurs courants, ils sont réunis ici, puis après c'est comme ça que Wolverine sera traité, c'est sur cette base-là, quoi. Et c'est vrai que j'avais Mm. jamais tilté à quel point, Hama et pour le coup Silvestri, font ce travail de synthèse, quoi. Ouais, parce mm, que finalement, tu as le Ronin, tu as mm, le tracker, le pisteur, chasseur du Grand Nord, tu as le Mmh. soldat qui a des traumatismes mm. dus à son. Tu as le mutant, le Ouais. super-héros mutant. Voilà, t'as L'homme à toutes les femme, facettes. le L'homme à séducteur. femme, le Ouais, ouais, séducteur, totalement. C'est à le bon partir de là vivant. qu'il commence à tomber toutes les gonzesses, hein, quand même. Ouais. Ah oui, oui, mais ça aussi, ça m'a choqué en le revoyant. Je me suis dit, mais en fait, il n'était pas Ouais. Non. Ladies Man avant, parce que c'était Mm. plutôt honnêtement, c'est plutôt un crevard, hein, quand on le présente la première Ouais, au fois, début, ouais. Mm, mm, dans les Cockroom et John Byrne. mm.
Et j'ai pas souvenir avant l'Ariyama, ouais, que ce soit autant qu'il ait autant la cote, parce que là t'as Mystique qui lui tombe dans les bras, t'as même celles qui veulent tuer Wolverine, on se dit que il y aurait moyen de moyenner, quoi, tu vois. Parce que Puis il y a plein de séquences où même il prend l'avion, il emballe de oui, oui, gonzesses, voilà, ouais, c'est ouais, 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 ouais. Thomas Magnum, quoi. Ah Mais ouais. C'est ça, ouais. ouais, bah oui, c'est une des autres facettes du personnage qui est. Bah, ça, c'est le côté un peu rigolo de la saga là. Ouais, je disais tout à l'heure, il y a une scène qui m'a fait marrer, moi, c'est que. Oh, non, je le garderai pour plus tard, ce sera mon top. Je sais plus sur quoi. Ouais, parce que je pensais que Claremont, par exemple, lui, il l'avait positionné dans un monde tout à fait à part. Et quand il allait un petit peu explorer son passé, c'était vraiment dans des fill-in, un épisode qui se passe dans le passé, généralement un flashback. Ouais. On laisse du mystère autour, on sait pas trop voilà, quel est le lien, et on repart sur la série. Mais c'est une série où finalement il vit des aventures qui sont dans un univers qui est tellement à part du reste de Marvel que ça, il va pas trop faire évoluer le personnage en fait. Il a ce personnage qui tient et qui vit des aventures c'est plus du pulp, c'est plus Ouais. des Oui, trucs avec à la Mike Hammer, on va dire. ouais. Mais alors que là, il y a vraiment une volonté de travailler sur le perso. Puis le perso, il va l'accompagner pendant des années après, hein, l'Ariyama, Ouais. pour le meilleur ou pour le pire. Mais Oui, parce qu'il reste il reste vachement longtemps. Il reste. il doit Donc bien là, on est rester en plus de 10 ans. 90, pas Même loin en tout après, cas, parce même après que Onslaught, il est encore là, ouais. Mmh. ouais, attends, il est pas au niveau du 100, parce qu'au niveau du 100, c'est le numéro 100, c'est Chris Claremont comment dire, mais il est encore là vers, tu vois, le 98. Ah bah si, bah, il est pas loin, hein, ouais. Mm. Ouais, ouais, il est resté jusque, eh T'as ben, Warren Ellis qui prend le relais. bah, en fait, il y a des scénaristes qui viennent faire, il est encore en 97, donc tu vois, je crois que, ouais, il est jusqu'à la fin des années 90, c'est lui qui va écrire, ah, c'est pas compliqué, là, je suis en train de regarder la liste. Warren Ellis, c'est lui qui reprend, effectivement. Avec Et Lenny c'est Liu, hein, je crois. Ouais. ouais, ouais. Lenny Liu était déjà sur les épisodes de Ouais, l'Aria précédent. l'année dernière, mais ouais, c'est Warren Ellis qui reprend, et c'est en 97. Ouais. Parce qu'il me Donc il semble est que resté ouais, parce que quand c'est Onslaught, c'est encore lui qui est dessus, je crois, parce que c'est un Mm. combat, le combat final normalement contre Dan Sabre, avec les pages qui se déplient là, ouais, ouais, dessinées par Andy Kubert là. ouais. Il est resté jusqu'à l'opération Zéro Tolérance. Je sais pas si tu D'accord. te souviens, D'accord. l'opération Zéro Tolérance avec Bastion. Mm. Zéro. Ouais, Zéro. La Tout est tête dans dans le le ouais. titre. Euh, Ouais, mais voilà, donc il est quand même resté 7 ans sur la série. Et effectivement, pour le meilleur et pour le pire, moi j'ai souvenir d'épisodes avec Adam Kubert au Ouais, dessin qui était. Adam Kubert, ouais, j'ai dit Andy, mais c'est Adam Kubert qui dessinait Ouais, le et combat final. je me souviens d'épisodes pas mal, mais ouais, j'avais décroché, moi. J'avais décroché avec Texera. Mm. Ouais, bah Tex- après, c'est beaucoup les trois, parasité par les crossovers. C'est ça. ouais. Puis Ouais, ils ont Puis voulu alors, l'intégrer au reste des mm. c'est X-Men. ça. Et il y a oui, Moi, effectivement, le crossover, c'est méga chiant à ouais, lire. ouais, ouais. Mm. Moi, j'avoue qu'il y a eu un événement qui a fait que ça a complètement planté pour moi, c'est la perte de l'adamantium et la Ouais. découverte des griffes en œuf. Alors moi, c'est un Mm. truc, ça m'a Ouais, toujours, ouais, c'est un peu con. Ah ouais, ça ça m'a c'était une vraiment trop amoindri grosse. le personnage, quoi. Vraiment, j'ai vraiment perdu le mojo là. Parce que pour les Euh, plus jeunes lecteurs, jusqu'aux années 90, on pensait que mm, les griffes les griffes de Wolverine avaient été créées avec le squelette en adamantium. C'est-à-dire Ouais. qu'avant ça. qu'on intègre le squelette en adamantium, il n'a pas de griffes, en fait. C'est Mm. juste, c'était Il a son pouvoir.
Voilà, il a son Ouais. pouvoir régénérateur, mais pas de Mais griffes. d'ailleurs, dans l'arme X, au début, on le voit, puisqu'il se C'est fait, ça. assommer enfin, il se fait kidnapper, il se fait tabasser par des agents là, de l'agence qui vont lui intégrer l'adamantium, et il se défend, mais en fait, il a pas de griffes quoi, Pas de qui sortent. griffes. Mm, mm, mm. Et je crois que c'est Et même du coup. noté dans certains épisodes de flashback de Claremont. Mm, mm, mm. Notamment l'épisode avec Silver Fox, puisqu'il est en plein dans la pampa là, au Canada, et il n'y a pas, Il n'a voilà, pas de griffes. Ouais. Bah, il y a aussi un épisode où il est gamin, comme ça. C'est ça. Il est ouais, pourchassé dans les trucs. Il y a plusieurs épisodes comme ça de flashback. Et effectivement, il n'a pas ouais, ses griffes, puisque normalement, il n'y a pas Voilà. ses griffes. Hein. Normalement, il n'y a pas ouais, de grippe. C'est assez clairement Et expliqué quand même. c'est ça. ouais. Mais Et comme du ils ont coup, expliqué que tous ces souvenirs-là étaient bidons, Mm. voilà, ils ont. ouais, il pouvait jouer Donc, Ouais, là-dessus. ça a peut-être été. Ça a quand même été une erreur, je pense, de Ouais, ça vraiment, c'est. traiter le Mais personnage comme ça, parce que c'est c'était quand même ça. super intéressant de connaître tout son passé par Et comme petites tu bribes. en fait, ouais, ouais, j'aimais bien le fait que le côté fatal, le côté en fait les griffes Mm. intégrées, c'était le symbole en fait de la déshumanisation du Exactement, ouais. Mm. perso, qu'on avait essayé en fait de le transformer en cyborg, quoi. On avait Mm. essayé et que du coup ces griffes-là, ça représentait en fait c'était une arme qu'il savait maîtriser, mais qui était le symbole en fait de sa perte d'humanité. Et Mm. puis en fait non. En voilà. fait, c'est juste Non, en il avait fait, c'est des des os. griffes en os dès le Voilà. départ. Et C'est dommage. C'était vraiment dommage. ça donne Et une séquence complètement quiche, et dans la BD et dans où tu as le gamin qui a des griffes qui sortent, que j'ai Mm. toujours trouvé bidon, moi, ouais. et en film, ça rend encore moins bien, Mm, quand, mm, mm. Mais du coup, tu voilà. avais ça, mais déjà aussi, c'était le problème était de lier la série de toute façon de manière automatique, de toute façon, à tous les crossovers de l'époque chez les mutants, que le chant du bureau, Mm. il y avait, enfin voilà, tout ça, et du coup, automatiquement, la série perdait, et d'ailleurs, bah, perdait le charme, et c'est la problématique qu'ont rencontré la plupart des séries Marvel dans les années fin 90 et dans les années 2000, à savoir que tu pouvais avoir des séries vraiment passionnantes, que tu pouvais suivre tranquillement, et comme par exemple Captain America de Brubaker, mais que il fallait intégrer toute l'histoire Mm. que Ben Sumila ou le Civil War, des choses comme ça, et certains, Ouais, pour le coup, pour reprendre Brubaker, s'en sortaient assez correctement. D'autres, ça plantait les séries, quoi. Du coup, Mm. ouais, Wolverine, déjà, tu perdais ça. On en discutait avec Yann, Yann Isaac, avant, avant de prendre l'émission. Moi, en relisant aussi le truc, je m'étais fait une comparaison assez, qui pourrait paraître audacieuse, mais j'avais vraiment l'impression de. C'est comme si je lisais Hellblazer, en fait, quand je lisais ces Wolverine-là. C'est-à-dire Mm. vraiment une série à part, et avec un personnage vraiment, justement, un peu complètement hors norme, avec des trucs un peu différents. Et je me demande aussi dans quelle mesure cette série-là, en fait, ce passage, a pas joué sur le catalogue Vertigo, ou certains Ouais. auteurs. Et Isaac, c'est vrai, cité Crunch comme quelque chose de très, enfin, très influent, enfin, que Ouais, c'est ce que j'allais dire. Morrison aurait pu c'est voir, clairement quoi. on dirait Wolverine par Grant Morrison, hein. Le Oui, double. ouais, c'est complètement Starf. Même la façon dont c'est écrit, en fait, Mm, les dialogues de l'aide de camp SM, Mm. là, on voit pas son visage, et en fait, mm, qui parle comme un androïde, ça pourrait être des dialogues que tu retrouves dans les BD de Grant Morrison. Moi, je pense que je sais pas si les épisodes en tant que tels ont influencé Morrison, ou Peter Milligan, par exemple, qui fait aussi des Ouais, choses. ça fait tout être euh, très Peter Milligan aussi, ouais. Ouais, ça fait mm. aussi très Peter Milligan, mais je, je, je pense que c'est plus à l'époque comment dire, une coïncidence d'influence. À mon avis, ils doivent Mm. lire les mêmes choses, Mm. parce que Ouais. Ouais. euh, parce que c'est la même époque où Morrison et Peter Milligan développent leur propre série. Donc, je ne sais pas s'ils ont lu les Wolverine en se disant tiens, ça peut-être, hein, mais Mais peut-être que tu as une il convergence, y a quoi, déjà aussi, ce genre. Ouais, il y a une convergence il y a d'idées. un bain créatif. Ouais. Parce que l'idée, rien que l'idée
que c'est une boucle temporelle et que Mm. pour sauver le monde, il faut le détruire. Parce qu'en Mm. gros, c'est ce que Wolverine doit faire, c'est-à-dire Wolverine doit détruire le monde, doit provoquer la fin des temps pour qu'il y ait un Big Bang et en fait pour que le statu quo soit maintenu. Ce qui est, et puis je trouve que c'est même bien utilisé par l'Ariama parce que c'est, comment dire, ça part pas dans tous les sens, ça se Non. tient. Ouais. Et puis, il y a ce côté, l'histoire est finie, on passe à autre chose, tu vois. Mm. C'est ça qui est Ouais, que j'aime. ouais. Alors le moment où ils reviennent dans le monde réel, Ouais. Ah, c'est au super. milieu d'une partie de poker, Ouais. Poker, ouais. Wolverine et Et t'as Non, et tout. puis t'as voilà. des idées visuelles qui sont vachement bien, comme le fait que la fin des temps, en fait, ça soit une espèce comment dire, de gros éviers qui se débouchent. Mm. Et Wolverine va à moto faire une cascade, en fait, pour aller au cœur, en fait, au cœur de cette infrastructure, avec la moto, en fait, en profitant de la force, je sais pas comment t'appelles ça, la force. En gros, Centrifuge. force centrifuge, ouais, et voilà, rien que ça, c'est visuellement, en fait, quand tu lis les épisodes, c'est plutôt sympa, quoi. Et puis effectivement, l'aide de camp qui est avec toutes les pointes là en Mm. tenue SM avec le masque intégral, ben, ça rappelle un peu le personnage qu'on va avoir dans The Extremist de Peter Milligan. Donc je sais pas, est-ce que ça a influencé, peut-être pas, ou peut-être que voilà, ils se sont juste dit que voilà. Ouais, On est dans une influencé, je sais société pas, qui mais qui s'humanise, donc c'est ça, ouais. le Influencé, ouais, peut-être pas, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment un bain créatif, un peu comme si tu te dirais si Marvel avait eu une ligne Vertigo, tu te dis Wolverine aurait été mis dedans, oui, quoi, ouais. et tu aurais Mm. eu ça, quoi. Ah, mais c'est C'est ce qu'on vraiment disait, ouais, c'est que c'est très adulte, je trouve, par ouais. rapport à d'autres, Bah, par rapport à d'autres. les X-Men dont on parlait, la période en Australie fait aussi un petit Mmh. peu très Vertigo, hein, dans Ah ouais, Ouais, ouais. où on complètement, ouais. pose, tous les personnages partent dans des délires, des chemins de croix Ah, qu'on c'est un peu retrouve dans incroyable, pas hein. mal de séries Vertigo. De base, quand ils partaient d'un concept éculé de l'univers DC classique et qui Mmh. reprenait avec un ton plus dark, entre guillemets, Avec des comme on a personnages, eu Animal Man, Shed, mmh, la des Doom séries comme Patrol. Eclipse, la Doom Patrol, Ouais, la voilà. Doom totalement la Doom Patrol, ouais. Voilà, c'est des séries Ouais, les normalement de super-héros classiques ouais, et les qu'ils ont. X-Men de Claremont et Silvestri, ça ressemble à ça, effectivement. Ouais, Parce qu'en Mmh. plus, ils ont pas les costumes, voilà, il ils y a sont plus de costumes, ils sont neutralisés, séparés. Ils ouais. vont renoncer même au combat à un moment donné, hein, quand ils vont traverser Oui, ouais, ouais. Le le seuil du truc. péril. Voilà, le seuil du péril. Voilà, ils abandonnent même leurs caractéristiques de super-héros, quoi, à ce moment donné. Donc c'est quand même, ils vont très loin dans l'histoire. À ce Ouais, ouais. niveau-là, Ah c'est des mais genres de délire qu'on retrouvera par la suite chez Vertigo, ça c'est sûr, hein. moi, c'est cette période-là, de toute façon, moi, si je devais donner un top de mes périodes préférées des X-Men, je mettrais, Claremont Bunn en premier et Paul Smith en dessous, Mmh. mais le troisième pour moi, c'est Silvestri, Ouais, clairement, ouais. Mmh. hein. C'est C'est là aussi vraiment, où il crée Genosha. ouais, Là, Ouais. le Mmh. les passages à Genosha, c'est hyper flippant. c'est Ouais. super, Ah, ouais, moi, ouais, j'ai ouais. trouvé ça glauque, hein, quand je les avais lus, Mmh. Ah où ouais, ouais, le non, ça Ah ouais, va trop ouais. loin, hein, ouais, ouais, ça va loin, enfin quand tu as en fait, tu t'aperçois qu'ils rasent la tête des mutants. En fait, ils Mmh. sont dans des concentrations et ils sont réduits en esclavage, Mmh. pour une caste richissime. En fait, c'est, Mmh. pour ceux qui connaissent pas Genosha, en fait, c'était pire que l'Afrique du Sud Mmh. pour les mutants. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une société où les humains vivent hyper confortablement parce qu'en fait, ils ont que des esclaves mutants qui font la pluie et le beau temps, qui assouvissent tous leurs désirs. Et à un Mmh. moment donné, il y a des X-Men qui se font capturer, notamment Malicia qui est capturée et Mmh. voilà, où ils sont envoyés dans les camps de concentration de Genosha. Et Mmh. ouais, Mmh. les Mmh. épisodes-là, moi, je les avais trouvés, Ah, ils d'une étaient part terribles, hein. glauques, mais encore Mmh. aujourd'hui, quand je les ai relus, je trouve que c'est assez bien vu, quoi, Mmh mh, mmh. cette période-là, je trouve que Claremont maîtrise bien tout cet type d'écriture et tout ce Mmh qu'il mh. veut dire, en fait, sur Mmh.
sur c'est là où je trouve, sur le point de vue du sous-texte politique, est plus affirmé et plus maîtrisé Mm. qu'à d'autres moments, en fait. Totalement. Ouais, où c'est vraiment là où il y a un vrai discours sous-jacent. C'est vrai que ça avance, c'est un peu la base, quoi. Ouais, ouais. C'est comme si, Les mutants représentent les opprimés, mais ça va pas beaucoup plus loin. Là, quand tu pars sur Genosha, tu fais une référence à des choses qui se passent en même temps dans le monde, qui sont Ouais. susceptibles d'être dénoncées de manière Puis t'as beaucoup le plus concrète, côté. quoi. Ouais. Et puis en plus, c'est fou parce qu'il te construit ça avec la mort des X-Men. Bon, il avait tout un plan avec le Mm. Shadow King. À l'époque, bon, il modifie, mais il arrive à bien retomber sur ses pattes. Et puis, il va enfin, moi, je trouve qu'il va super loin parce que c'est la période australienne où aussi les X-Men se demandent d'ailleurs s'ils ne devraient pas, plutôt qu'aller défendre quand on nous attaque, aller carrément résoudre les problèmes. Vu que maintenant, tout le monde pense qu'on est mort, c'est peut-être l'occasion Mm. d'aller foutre le coup de pied au cul à tous nos ennemis qui s'attendent pas à ce qu'on soit encore en vie, quoi. Donc, Mm. déjà, il y a aussi le côté un peu des super-héros proactifs qu'on va avoir Ouais. plus tard dans les années Mm. 90, quoi. Déjà, il y pose, il Ouais, va un c'est vrai, peu. ça devient un peu Enfin, aussi Authority avant l'heure. Ouais. ouais, voilà. Mm. Et tu te dis, et c'est ce que j'ai toujours trouvé fun avec les X-Men, c'est-à-dire que, enfin, Claremont arrive toujours à se renouveler, à jamais s'arrêter sur un truc, et même toute l'équipe qui est modifiée, hein. Tu prends l'équipe qui est Mm. là, alors qu'il y a 5 ans, il t'a viré Kitty Pryde, Diablo, il te met Longshot, Ouais. Malicia, Dazzler, enfin, Ouais. des personnages. Avoc, ouais. Ouais, Avoc, putain. J'ai- J'y ai pensé, mais il y a même le fait que le QG soit un peu vivant, parce qu'ils sont dans cette espèce de QG qui réagit en fait à leur à la même époque, il y a X Factor qui est dans le vaisseau. D'Apocalypse, oui. D'Apocalypse qui a aussi une personnalité. Le vaisseau qui a aussi une personnalité, mais c'est ça dans Authority. Oui. Ouais. Et c'est 10 ans plus tard, Warren Ellis et Mark Millar, ils vont reprendre les mêmes, ils vont reprendre les mêmes idées. C'est-à-dire comment dire, le QG qu'ils ont, qui est hyper techno des X-Men là dans le désert australien. Ouais, le fait que puis il y a un peu des coucheries un peu entre tout le monde. Ouais. Tu sens le côté un peu plus décomplexé, hein, Mais il s'est débarrassé des icônes de la série, il part sur d'autres personnages qui ont été moins exploités, il se prend plus de liberté et effectivement ça donne une profondeur au personnage qu'on retrouvera peu par la suite. Mais, non, c'est vraiment, on fera sûrement une émission là-dessus un jour. Hein. Ah ouais, Allez savoir. On s'éloigne de Wolverine. Oui, c'est Wen de ouais. Wolverine. Ouais, mais pas tant que ça, parce qu'au final, enfin, en tout cas pour ce qui est de Silvestri, c'est pas ce qu'il a fait. C'est déjà parce qu'il a travaillé sur les X-Men et tout, qu'il arrive sur Wolverine, il a plus rien à chercher, quoi. Il a déjà son personnage. Enfin, entre guillemets parfait, en tout cas tel qu'il se l'imagine, il a pas à faire des épisodes à essayer de le reconstruire, enfin de le cerner, de le maîtriser et tout ça. Il l'a créé dans les X-Men, quoi. Ouais, c'est ça, c'est là que démarre ce personnage de Wolverine qui Et vont puis tous ces réellement exploiter éléments-là, dans ouais, cette série. c'est ça, et les autres éléments, quoi, les Rivers, Pierce, tout ça, qui l'amène Jubilé, après. Jubilé débarque à Jubilé. cette période aussi. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est une création de Marc Silvestri à la base. Ouais. Voilà, Ouais. et tout ça, il les ramène dans la série Wolverine, et ce qui donne, ce qui apporte tout ça. Et tu vois, justement, d'avoir créé tout ça dans la série X-Men, au final, il a pas besoin de présenter, de poser, et donc du coup, il garde ce rythme de fou dans la série pendant les 2 ans où ils sont là, quoi. Jubilé qui porte un costume décalqué du Robin du Dark Knight Returns. À peine. Jamais trop compris pourquoi. Il y a des patins. Il y a des patins en plus. Il y a des patins. Il fait du roller. Ouais, mais c'est parce que Jimmy Lee, il aime bien Frank Miller. Il a repompé aussi le costume d'Electra pour le costume de Psylocke. Donc, oui, c'est vrai. Bon, oui, après, c'est la main, ça reste dans la famille. Hein, mais... Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Les moments forts, les moments qui craignent. Les moments forts, les moments qui craignent. Hein. On a quand même fait le tour de la question. Donc, allons-y. Qui c'est qui veut démarrer? Moi, j'ai un moment qui craint. C'est Cable. Oh putain, oui. Qu'est-ce qui vient fou Alors déjà, tu sais pas pourquoi il est là.
Oui. C'est tunnel et il sert à rien. La caractérisation du personnage, comme c'est les débuts de Cab, parce que je pense que il devait être apparu dans les New Mutants depuis très peu de temps. Personne ne sait Ouais. vraiment quelle personnalité il a, donc c'est juste un sale con. Et Ouais, c'est juste un seul con. Oui. ouais, et en fait, je trouve son apparition, alors que les autres, tu vois, même Gambit, je suis pas méga fan, ou il y a un troisième. Ça m'échappe, mais Il y a qui fait. Forge. Ouais, Forge. Au moins, ils sont Mm. utilisés, voilà, pour leur capacité. Mais alors, Cable, il vient juste foutre sa zone et il sert à rien, quoi, dans le combat entre Wolverine et Dansab. Donc ça, pour moi, c'est le point faible, avec effectivement le dessin qui pêche un peu sur la fin, et le remplacement là dans un épisode par Gérald Decker. Mm. Voilà. J'avoue que je l'ai pas relu celui-là pour, qui est, pour qui est franchement, le. fait mal aux yeux, hein, qui fait saigner Mm. des yeux. Si vous le lisez pas, ça sert. De toute façon, il sert à rien l'épisode là. Donc Ouais, voilà. Ouais. c'est Ça te c'est fait c'est pas heures, là. réécouter les. dommage parce C'est qu'il est assez brutal, mais c'est c'est ouais. le c'est celui-là où il traque le tueur en série, c'est ça? Non, Mm. pas le tueur en Non? série. Le Ah, tueur en c'est série, c'est encore Silvestri, c'est dans Central Park. Non, c'est celui avec un jeune con là qui revient qui est le symbole de la délinquance juvénile. Enfin, il Mm. tabasse sa mère, il braque une supérette, il s'enfuit avec une Ah, ouais. Et ben voiture et il ce roule sur des gamins. Enfin, c'est n'importe quoi. Puis en plus, tu as l'impression qu'ils ont complètement modifié l'épisode, parce qu'il est censé rouler sur les gamins, mais après, les gamins, tu les vois à l'arrière, en ouais. bagnole Mm. de police complètement intacte, alors que sa mère, Mais leur mère dit il a roulé sur mes gamins, et tu vois les gamins. ouais. Donc j'ai l'impression que l'épisode là, il a été euh, voilà, fait en Mais 4e vitesse. Mm. et je crois d'ailleurs que de mémoire, on l'a même pas eu en France, hein. Non, Ouais, non, ils l'ont ils Il zappé l'ont. est eu en celui-là. VO Ouais. et ils l'ont zappé dans la Mm. VF pour Mm. c'est Mm. Ouais, ils avaient quand même un bon choix de sélection. Il y avait un bon travail éditorial quand même à l'époque. ouais. Jérôme, qu'est-ce que. Ah ouais, non, un petit moment top, peut-être. Bon, bon, Isaac. Ah oui, on fait déjà les moments top. Bah non, mais Les sinon, moments. on enchaîne, comme tu préfères. Je veux voir ce que c'est le moment qui craint pour Jérôme. Pour Jérôme. Moi, le moment qui craint, c'était Gambit, moi. C'était pareil que pour Cable, mais moi, le Gambit, j'étais là, je fais, non, mais qu'est-ce qu'on a besoin de le mettre avec Wolverine? Tu vois, autant, comme tu dis, ouais, Forge, ça passait bien, quoi, mais Gambit, non, c'est un personnage que j'ai jamais compris. C'était vraiment, le mec, c'est un peu comme si on l'avait créé pour dire que non, mais Wolverine, c'est pour les vieux, maintenant, ça fonctionne pas, on va mettre un nouveau mystérieux et tout, qui est trop la classe, tout ça. C'est Gambit is the new Wolverine of the 19 Ouais. et non, Ouais. ça n'a jamais. Et donc de le voir en plus à côté de la copie à côté de l'original, c'est encore pire pour lui. Donc ouais, pour moi c'est ça qui craint. Mais Cable, tu vois, je l'avais déjà oublié moi quand tu l'as cité, je fais ah putain oui c'est vrai qu'il était là quoi. Ah voilà, c'était ça mon qui craint. Moi, c'est à chaque fois qu'il sort sa phrase, c'est le hall de Knucklehead qui va prendre qui va s'occuper de ça, le C'est vieux. parce que Gartenis a complètement démoli la réplique. Ouais, mais c'est vrai qu'il la sort à chaque épisode. Ouais, Dans- ça, dans- Et dans j'ai pas l'épisode, souvenir qu'il la sorte avant l'Ariama. mais ça, Chez... c'est parce que Gartenis, il a flingué la réplique là dans ces Mm. épisodes du Punisher, où la Ouais. congélation des imbéciles. Où visiblement Gartenis, il peut pas encadrer Wolverine. Wolverine, Mais il on passe sent pour qu'il un a lu dé- des épisodes quand même. Ouais. Oui, Ah à mais mon c'est avis, ça il a dû bien Gartenis. bien aimer les Lariyama, mais il doit se dire, putain, le personnage il est trop con, parce qu'en fait, il ne fait que dire ça, le vieux Hulk Knucklehead. En fait, il parle que comme ça dans les Gartenis. Donc, ouais. Oui, ça me dérange à chaque épisode, mais sinon il y a rien qui m'a. Ouais, comme je dis, effectivement, les guest stars, on sait pas. Voilà, il y a le personnage de Tornade aussi qui vient et qui a pas vraiment de raison d'être là non plus. Mais bon, c'est marrant parce qu'elle a détruit la maison
de quelques mafieux qui traînaient Ouais, par c'est là. sûr. Donc ça reste quand même Ouais, puis rigolo. Ouais, la la classe, classe, non, franchement. Non, je reste sur c'est cette réplique-là qui me fait grasser des dents à chaque fois. Maintenant, il faut parler des moments top. Moi, je vais alors, commencer, tiens. Vas-y. Si ça vous dérange pas, de toute façon, c'est un truc très con. C'est quand Wolverine attrape Nick Fury pour lui dire il faut que tu me donnes les secrets de mes origines. Et Nick Fury lui dit non, je peux pas, c'est top secret, mais tiens, je t'ai ramené une boîte de cigares. Donc, c'est très con. Cette réaction de Nick Fury, mais voilà, sinon il y a plein, il y a plein d'événements parce que marquants quand même dans la pas série, parce mais qu'il parle de Dents de Sabre, qui, qui croit qu'il est le père de oui, Wolverine. mais Il lui voilà, dit: «Non, donc c'est de la connerie tout ça, mmh, les tests», ouais, et il lui file une boîte de cigares, parce qu'en gros, c'est comme quand tu files une boîte de cigares à un père qui a eu un enfant, quoi. Enfin, je crois mmh, que je sais pas, il y a une vanne, ouais, pareil mmh. qui non, C'est moi j'ai, mmh, le moment World Trade Center, moi, que j'aime bien. Où Ouais. ils sont sur ouais, le World Trade Center parce qu'il arrive à faire un truc qui est super dur d'Ariyama, c'est-à-dire qu'il te met dans une situation où tu visualises à vraiment à 360 degrés toute la scène, alors que tu as que quelques cases mmh, où ils sont sur le sommet du World Trade Center et en fait, ils regardent d'un côté Mmh. et en fait, ils s'aperçoivent pas qu'il y a un avion piloté par en fait, c'est Wolverine et LZD qui sont sur le World Trade Center, qui ont contacté Albert et Albert, en fait, il est dans un avion de chasse qui Mmh. va leur foncer dessus. Et l'Ariyama arrive à te faire comprendre qu'ils sont en train de regarder du mauvais côté du World Trade mmh, Center. Et la façon en fait, dont il organise tout ça, et où Wolverine comprend que l'avion va leur arriver dessus, parce que Albert dit ouais, regardez, regardez on voit le satellite avec lequel je suis en train de vous contacter, on le voit, le ciel est très clair de là où vous mmh. êtes. Et t'as Wolverine qui dit mais comment ça se fait qu'il sait qu'on est sur le World Trade Center et qu'on voit un ciel super clair. Et en fait, il s'aperçoit que l'avion lui fonce dessus. Et bon, en dehors du fait que c'est rigolo d'avoir une scène, enfin c'est rigolo d'avoir une scène avec un avion qui sort avant, Mmh. c'est pas rigolo le 11 septembre, c'est quand même Arrêtez de ironique, rigoler, ironique quand même. quand On va même. dire non, non, amusant, ouais, c'est qu'il arrive vraiment comment dire, à te plonger sur cette séquence-là, alors que c'est hyper dur à faire en BD, quoi. Enfin, Mmh. c'est quand même Oui, voir la façon dont est disposé l'espace dans une BD, enfin, l'espace que tu as pour raconter une scène comme ça. Lui, il te fait ça en 2 pages et ouais, j'avais trouvé ça bluffant. Et sinon, tout l'épisode avec l'épisode dont je parlais. Mais la guerre en Espagne aussi est pas mal. Ouais. ouais. Le passage sur la guerre en Espagne, notamment, il y a il y a une mise en couleur en fait qui est de Marc Chiarello sur des épisodes où il utilise le orange pour des fonds Ouais. de, Mmh. de- Mmh. Bah, la première enfin, année, hein. Mmh. ouais, il utilise ça et notamment dans une séquence où tu as des pendus, Mmh. Mmh. je crois, dans cette saga-là, et j'ai trouvé ça ouais, assez. Enfin, la saga là, de la guerre d'Espagne, on n'en a pas beaucoup parlé, mais oui, c'est quand ils pendent Lady Ouais, Deathstrike à un poteau. Ouais. là aussi, tu es en plein Vertigo, hein, quand même, Ah mais ouais, ouais, là, c'est vrai qu'on sur en a cette pas beaucoup saga-là, parlé, hein, où mais elle est assez ils, incroyable. ils remontent le temps, ils vont discuter avec Ernest Hemingway, ils sont au milieu de la guerre d'Espagne, il y a des nazis, ils En sont plus, là, pour séparés, le mais pour le coup, c'est là, tu vois, où justement, autant réutiliser des personnages des X-Men, qui sont dans leur série, c'est tout Gambit, tout ça, c'est chiant, mais mm, de faire Wolverine et Puck, ça, c'est un duo. À chaque fois, tu les voyais dans certains mm, épisodes, comme ça, pour le Oui, peu ce qu'ils qu'on se disait sur croisaient, la tu te fusion disais: «Bah, ouais». Alpha, ouais. Ouais. Voilà. Mm. mm, Et là, c'est quand même là, on leur donne une bonne ampleur, quoi. Il y a 3 épisodes tranquilles pour faire un super truc. Et c'est vrai qu'elle est super. En plus, ça te montre bien. Je trouve qu'en plus, ils sont bien documentés sur la guerre d'Espagne. Tu as vraiment
de beaux trucs. Il y a un discours politique assez ironique sur le fait que les résistants d'aujourd'hui deviennent les propres, enfin vont se confronter aux problèmes de le lendemain, quoi. Tu vois, on Mm. s'allie tous contre le même Mm. ennemi, mais dès qu'on doit se mettre à construire quelque chose, ça y est, on commence à se fighter tous, tu vois. Et non, ça, c'est vraiment une super Il y saga, a ça tout le aussi. passage aussi avec le gamin, Ouais. le gamin en fait qui fait partie des collabos en fait, Mm. qui Mhm. vont mettre les fascistes au pouvoir en Espagne et il laisse partir le gamin alors qu'il a des renseignements sur, justement sur les Mm. combattants, de liberté et donc les «gentils» entre guillemets, en fait, ceux Mhm. qu'on suit, en fait, il y en a qui décident d'aller, flinguer le gamin, quoi Mm. Mhm. et ils le font pas in extremis, mais justement ça leur coûte après, le fait que le gamin est récupéré par les nazis, enfin c'est vraiment. Ça rappelle un film, je sais plus lequel. Le... Mais si, souvenez-vous du soldat Ryan, le petit Allemand. Mhm. Hein, enfin, oui, le petit Allemand. Il laisse partir le petit Allemand et il revient tuer le juif. C'est toute la magie de l'histoire. Ouais. Il y a la. Ouais. Jérôme, peut-être ton top. Je Mon reviendrai top. peut-être sur un truc aussi. Moi. Ouais, mon top, moi, c'est alors une scène qui m'a toujours fait bluffer, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais moi, c'est la scène où il fonce sur l'héliport du Shield. Moi, je trouve ça excellent, Mm. où il monte, Mmh. il prend la moto, il monte dans l'ascenseur, il engueule Mm. une nana parce qu'il fume le cigare. Tout le monde dit mais jamais il passera par là, et l'autre il passe par les toits, la moto elle se vole, elle va. Bon, ça, je trouve ça le truc super fun. Et vraiment, c'est superbe. Par contre, vraiment, en truc beaucoup plus, enfin, fort et intense dramatiquement, moi, l'épisode avec LZD, dont la bombe va bientôt exploser, avec Albert en communication avec tout ce qu'ils essaient de trouver pour pouvoir empêcher la bombe, c'est un Oui, moment, oui. mais c'est Ouais. super Mm. tendu. Moi, pourtant, je connais l'épisode, hein, mais à chaque fois que je le lis, je trépagne. Enfin, là, il y a une construction, il y a une mise en scène qui est incroyable. Ça fait vraiment partie pour moi des plus grands moments de la série. Mmh. Ouais, moi, je reviendrai quand même sur l'épisode qui se passe dans le Grand Nord canadien, Mm. où Wolverine est à la pêche et où il doit aller partir à la chasse aux tueurs récidivistes en série, là, en série qui a capturé une jeune femme et où il est accompagné par deux rangers canadiens. Comme on l'avait expliqué plus tôt, il y a plein de trucs mélangés dans Ouais. cet épisode. Il y a une ambiance que moi j'aime beaucoup quand il y a des ambiances comme ça dans le grand foie, dans la forêt, dans les trucs où il y a déjà rien que la nature déjà est contre toi et Et Wind River. derrière tu dois. Ouais, Wind River. Regardez ce film. Et voilà, et c'est maîtrisé de bout en bout, je trouve aussi. Les dessins aussi sont magnifiques. Et, euh, et tout ce qu'il arrive à raconter au niveau du personnage du Ranger, du tueur psychopique, du monstre dans les bois, de l'origine de Wolverine, même le personnage féminin, il est brossé en 3-4 traits, ça fonctionne. C'est pour moi un grand moment aussi dans la série. J'ai remarqué aussi, en fait, en feuilletant un peu, que c'est aussi la période où, avant de commencer à zioter sur Jim Lee, on a l'impression que Marc Silvestri, pardon, pas Wolverine, mais Marc Silvestri, il a été un peu influencé par. Enfin, il regarde un peu ce que fait Mike Mignola. Il y a Ouais. Mm. plusieurs passages. Ah oui, j'y pensais, puis ouais. Il y a un ton comme ça aussi. Plusieurs Il y a des passages, planches qui. Mm. ouais, et où il Des jeux utilise d'ombre. juste les personnages en ombre et fait des personnages un peu plus ébauchés, un peu plus, comme tu disais, un peu plus caricaturaux et ouais, on sent l'influence de Mignola sur même sur la façon dont il dessine le feu, dont il dessine les explosions. On voit Mm. que voilà, on voit qu'il a regardé de ce côté-là et puis malheureusement après on lui a dit non mais ce qu'il vend c'est pas Mignola, c'est Il dessine pas plutôt Mike comme Jim Mignola. Lee. Il dessine comme Jim Lee et Rob Liefeld. Tu vas voir. Dans 20 ans, on en parlera encore de Jim Lee, alors que Mignola, tout le monde l'aura oublié. Ouais, alors que tout le monde, Mignola, jamais ça vendra. Jamais ça. Mais c'est un peu ce qui se Mais passait à l'époque parce que je Oui, mais pense. totalement. Mm. Totalement, hein, c'est et dingue. mais c'est vrai que là, par exemple, il y a une page d'ouverture. Si vous voulez voir, par exemple, la page d'ouverture
Alors, c'est le numéro 39, quand ils sont à Venise. Et si on regarde un peu la façon dont est dessiné Wolverine, c'est un peu du Mignola. Puis il y a la couve. J'ai même vérifié la couve d'un épisode où je me suis, de loin, Ouais, vous voyez la couve. ouais, de même, ouais. Ouais. Il y a une couverture, Euh, effectivement, qu'on dirait vraiment du Mignola. Au 35, la scène où Strike se jette sur Wolverine et Puck, Ouais. du Mignola. En tout cas, le Wolverine, il ressemble à du Wolverine par Mignola, qui à l'époque réalise d'ailleurs avec Walt Simonson l'excellent Jungle Adventure. Ah, Jungle Saga, c'est ça? Ouais. Ah Avec- oui, alors c'est une période où en France, Wolverine va commencer à monopoliser tout ce qui est récit Ouais. complet Marvel Ah, ça pareil, là, ils et connaissent top avant, BD. Mais généralement top- dans des productions qui sont plutôt pas mal. Hein. Il y avait vraiment pas beaucoup de... T'as le Possession d'Alan Davis que je trouve Ouais, qui est vraiment très très incroyable. bon. Ouais. Mais moi, j'aime bien le Jungle Saga. J'aime bien celui où il est. Jungle Saga, il est vachement bien aussi. Il a un gamin dans Jungle Saga. Je ne sais pas s'ils en ont fait quelque chose. Pas encore. Il faut leur glisser l'idée. Mais, Un jour, il le à moins retrouve. que si, parce qu'il y avait son fils là. Daken. Alors est-ce que c'est... Je ne sais plus. Mais il doit être dans la même. One-shot. Alors, c'est un one-shot, juste pour rappeler, c'est un one-shot qui se situe en Terre sauvage, donc au milieu des dinosaures. Donc ça, c'est assez cool. Vu que c'est Walt Simonson qui écrit, il y a des dinosaures. Ouais. Il y a des dinosaures, forcément. Mec là qui dessine et il aide des habitants de la Terre sauvage contre Apocalypse. Et voilà. On s'aperçoit qu'il a eu un enfant avec une guerrière de Terre sauvage qui est enceinte de lui. Ah non, c'est super bien ça. Daken n'est pas le fils non, mais je pense qu'ils ont dû le mettre dans le même endroit. Non, parce que je vous le dis selon Wikipédia, vu que nous, on ne connaît pas Daken, on est vieux. Lors de sa vie au Japon, avant d'être intégré au programme Arme X, Logan eut une relation avec une jeune paysanne nommée Itsu. En 1945, elle tombe enceinte à quelques jours de la Cohen. Voilà. Donc, elle a été assassinée en assassinée 1945 Ouais, elle a été assassinée. C'est-à-dire qu'il a 72 ans, Daken, c'est ça? Oui. Écoute, je vous invite à regarder la page Wikipédia. Il y a une magnifique photo de cosplay de Daken. Ah, intéressant. Est-ce que c'est Jérémy Renner en cosplay? Je pense. Cosplay qui ressemble à Jérémy Renner, ok. Et en fait, le mec qui fait le cosplay de Daken, il a la même tronche que Jérémy Renner, là, de ce que je vois. C'est sur le Wikipédia français. Ok. Voilà, on vous donne des pistes à suivre, des bons conseils. Première apparition Wolverine 5 de 2006. Donc, comme vous le savez, après 2000, nous, on est... on est un peu aux fraises, nous, après. Un peu de chest, C'est là où je suis devenu dyslexique. Je n'arrivais plus à lire. Sur ces belles paroles, est-ce qu'on a encore quelque chose à ajouter sur cette fabuleuse saga? Non, il faudrait que Marvel les réédite dans des... Alors, je crois que ce que tu me disais, c'est qu'ils font les épiques. Parce que moi, j'ai les TPB. Et les TPB, c'était la plaie parce qu'en gros, il y a 2 TPB qui s'appellent Wolverine par Lariyama et Marc Silvestri, tome 1 et tome 2, dont la moitié des TPB à chaque fois n'est pas fait par Lariyama et Marc Silvestri, puisqu'ils ont mis des one-shots dont on parlait donc de Walt Simonson et Mignola, de Alan Davis, mais aussi de Peter David et Andy Kubert, qui sont sympas, mais qui ont rien à foutre dans un album que tu appelles Wolverine par Lariyama et Marc Silvestri. Et surtout, il n'y a pas eu de 3, mais ils ont sorti un Wolverine Weapon X Unbound, qui est en gros les épisodes de 51 à 50, non, 47 à 57, la fin du run. Donc c'est un bordel. Donc si vous voulez acheter en TPB les Wolverine de Lariyama et Marc Silvestri, il vous faut Wolverine par Lariyama et Marc Silvestri 1, Wolverine par Lariyama et Marc Silvestri 2, et Wolverine Weapon X Unbound. Voilà. Et vous aurez la joie non seulement d'avoir du Lariyama et du Marc Silvestri, mais aussi plein d'autres choses qui ne sont pas de Lariyama et Marc Silvestri. Parce que comme le nom l'indique. voilà.
Alors Se fout de après, votre oui, gueule. il y a dans la collection Epic, il y a pour l'instant un seul tome qui est Wolverine et Blood and Claw et qui comprend les épisodes 31 et 44. Donc D'accord. voilà. Ok. Et aussi Bloodlust et Bloody Choice, les one-shots. Pour l'instant, il n'y a que ça. Alors 31 après, 44. ouais. Je sais pas 31 s'ils feront la 40. suite parce que ça se vend pas trop, Wolverine. Non, ça se vend vraiment pas. Même encore aujourd'hui, on n'y arrive Alors, pas. 31 44, ça vous emmène. Ouais, ça vous emmène jusqu'avant le. Jusqu'à la track, en euh, fait, jusqu'avant l'arc avec le promoteur, avec Ronald parvenu. que Ronald Ouais, donc il Parvenu reste quand et même pas mal de choses derrière. Hein. Times Square Mm. avec la tireuse qui est pas mal aussi. Mm. La sniper. Et Sniper. Ouais. après, en français, Pas une tireuse à bière. Bon. je sais pas si où en sont les intégrales en français. On sait pas. Je pense qu'ils ont couvert cette période. Hein. Ouais, je crois aussi. Je crois, Mm. vraiment. Mais sinon, en occasion, Les vous pouvez Essentials, retrouver mais les. faut les trouver, quoi. Ouais. Les Et Essentials sinon, Wolverine. Et bah, sinon, c'est ça. Et sinon, bah, t'as les. Enfin, nous, on l'a découvert, quoi. Les versions intégrales en occasion, je pense qu'elles sont encore trouvables facilement. oui. Mm. Et, Ouais, ça Ouais, doit puis pas il y être avait le c'était truc pas le plus dur à censuré, trouver. donc, t'en as Ouais, une dizaine c'est de pas numéros. censuré, c'est plutôt bien Ouais. traduit. Ouais. Et t'as 2 épisodes à chaque fois, donc t'as une dizaine de numéros en tout, quoi. Une dizaine, une douzaine, quoi. si vous Avec un voulez, papier dans qui les est... Essentials, en noir et blanc, c'était les Essentials volume 2 et volume 3. Ok. Voilà. Ça cote, non, maintenant, les essentiels. Hein. Moi, j'ai voulu, Ouais, ça dépend. j'ai voulu me Ouais. faire des... Pour lesquels. Enfin, j'ai fouiné, j'étais un petit peu calmé, hein, parce que je me souviens qu'à l'époque, on les trouvait Ouais. à rien du tout. Hein. Personne n'en voulait. Non. Maintenant, c'est devenu des raretés. Le merveilleux monde de l'édition, de la collection de livres. Et puis du plutôt joli. Du Hein, donc, De Silvestri en quoi noir et blanc, c'est Marc Silvestri en noir et blanc, c'est plutôt joli. Ouais. Il y a énormément d'auteurs qui en noir et blanc, enfin de dessinateurs de chez Marvel qui en noir et blanc, ils défoncent hein, quand même. La première période des années 60. Voilà, on va dire que là, c'est pas des gens qui s'appuyaient sur la couleur hein, pour épater la galerie. Bon bah voilà, on a fait le tour de la question. Voilà, faut que je fasse auto-promo là. Je vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est dispo sur YouTube. Et puis, si vous l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour savoir quand est-ce qu'on est dispo. Mais surtout, n'hésitez pas à commenter, nous poser des questions, nous parler un petit peu de votre période de Wolverine préférée, parce que nous, on a tendance à préférer celle-ci, mais il y a peut-être par la suite des sagas qu'on connaît pas qui sont peut-être intéressantes à aller fouiner. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis. Mon bon Jérôme, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, bonne soirée. Isaac, pareillement. Bonne soirée. Hein, bon retour dans le Grand Nord. Bon retour dans le Grand Nord. On va retourner à la chasse au caribou. Et puis, on se retrouve bientôt, hein, tout simplement, en espérant que ça vous ait plu à écouter autant que nous à enregistrer. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans le merveilleux monde des comics. Ciao, bye bye. Ciao.